Bonjour à tous et à toutes. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez profité de la balade matinale pour ceux qui ont pu en être pour découvrir in situ la réalité de l'urbanisme favorable à la santé. Donc nous allons entamer la dernière phase et le moment fort de notre atelier in situ qui est consacré à la santé dans les petites villes de demain. Donc, je suis Dominique Concile, la directrice des programmes Petites Villes de demain et Action Cœur de Ville à l'ANCT. Ravie d'être dans le Finistère pour ce sujet important. Donc, pour cette table ronde ce matin, et Monsieur le maire de Pont-Aven nous rejoint. Merci, Monsieur le maire. N'hésitez pas à venir au premier rang, Monsieur le maire. Je vous ai repéré. Venez au premier rang. Je vous ai vu. Madame la première adjointe, il reste 2 places. Venez, venez. Ce sera plus sympathique, on pourra vous voir. Voilà, désolée de vous interpeller. Voilà, donc pour cette table ronde, ce matin, nous avons la chance d'avoir parmi nous Anne Rouet-Legal, qui est enseignante, chercheur, qui fait partie des grands spécialistes du sujet de l'urbanisme favorable à la santé. Elle enseigne notamment sur le sujet. Elle est chercheure en santé et environnement. Elle a beaucoup travaillé sur l'évaluation et l'impact sur la santé de ces sujets d'environnement. Voilà, et donc on est vraiment ravis de l'avoir parmi nous parce qu'elle fait partie des grands experts sur ce sujet de l'urbanisme favorable à la santé. Et vous enseignez, c'est ça, à l'école des hautes études en santé publique, la fameuse école de Rennes que tout le monde connaît. Voilà. Merci d'être là. Alors, nous avons aussi parmi nous Nina Lemaire, qui fait partie du réseau français des villes santé. Le réseau français des villes santé, c'est comme son nom l'indique, c'est un réseau de villes qui apporte du soutien, de l'expertise aux collectivités, notamment en matière de santé. Elle a beaucoup travaillé également sur ces sujets des thématiques de l'urbanisme favorable à la santé. Elle est urbaniste de formation et elle a aussi travaillé à l'école des hautes études en santé publique. Nous avons aussi parmi nous Nicolas Boucher, qui est directeur de l'agence AIA Life Designer, l'ai-je bien prononcé, donc qui est diplômé d'une école nationale d'architecture, hein, c'est la Villette, voilà. Diplômé de l'école d'architecture de la Villette, qui est responsable d'un atelier de recherche au sein de cette agence AIA Designer, une agence de Lorient. Et Nicolas Boucher est un expert aussi reconnu sur ces sujets. Il a beaucoup travaillé sur la conception d'établissements de santé à Quimper notamment, puisqu'on est dans le Finistère, on va citer Quimper. Voilà. Et puis, nous avons aussi Théo, que tout le monde connaît puisqu'il était déjà là hier. Théo Sigiscard, qui est responsable d'études sur ces sujets santé-environnement au CEREMA et qui nous fait le plaisir aussi de participer à cette table ronde. C'est lui qui a participé à l'animation de notre jeu sérieux hier, ici à Quimperlé. Et en plus, pour animer cette table ronde, j'ai le plaisir d'être avec Cécile Thomas-Jouen, qui est à mes côtés. Bonjour Cécile, qui a fondé Cité Santé. On pourra peut-être nous en dire quelques mots, et qui est aussi une urbaniste en développement durable, spécialiste en santé publique, en santé publique et environnementale. Voilà, donc on a vraiment la chance ce matin d'avoir des grands experts pour nous aider à réfléchir sur ce sujet de l'urbanisme favorable à la santé et comment les petites villes peuvent contribuer par leurs actions très concrètes à améliorer la santé des habitants. Et pour nous aider à bien structurer les échanges, on va essayer d'avoir 3 temps distincts dans notre table ronde. Un premier temps sur quels sont les liens entre urbanisme et santé. Rappelez pourquoi c'est important de penser à la santé des habitants quand on a un projet en matière d'urbanisme. Et on va aussi se demander comment faire le diagnostic tout simplement des besoins en santé des habitants. Le deuxième temps de cette table ronde sera consacré aux outils. Quels outils pour développer un urbanisme favorable à la santé? Et le troisième temps, ce sera plus consacré au sujet des petites villes de demain et pourquoi les petites villes de demain offrent un cadre qui est favorable, qui
qui est tout à fait adapté pour travailler sur ces sujets de l'environnement favorable à la santé. Donc, 3 temps. Quels sont les liens entre urbanisme et santé, quels sont les outils pour avancer sur ces sujets et pourquoi les PVD sont particulièrement adaptés pour améliorer la santé des habitants et pour mettre ce sujet de la santé de manière transversale dans tous les projets qui sont portés par les petites villes de demain. Voilà. Cécile, vous souhaitez-vous dire quelques mots tout de suite ou... Alors, on va peut-être passer, je vous propose de passer tout de suite la parole à Anne-Rouet Le Gall, qui va nous rappeler les grands fondamentaux, nous aider à définir ce sujet de l'urbanisme favorable à la santé. Anne. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous et un grand merci aussi à vous pour l'invitation. Puisque effectivement, donc c'est un sujet qu'on investit à l'École des hautes études en santé publique depuis maintenant une quinzaine d'années. Et on voit finalement, on observe donc une augmentation, un développement des initiatives partout dans les territoires, et notamment de plus en plus dans les territoires ruraux. Donc on peut s'en satisfaire, mais on ne doit pas s'en satisfaire parce qu'il y a encore beaucoup de trous dans la raquette et on doit embarquer de plus en plus de collectivités à se saisir de ce concept. Alors du coup, de cette démarche, et du coup pour l'urbanisme favorable à la santé, en fait, c'est une démarche qui vise en fait à mobiliser les politiques d'aménagement et d'urbanisme qui sont reconnues dans le champ scientifique, mais au moins sur le terrain, comme étant des leviers vraiment très pertinents d'action sur la santé, le bien-être, l'environnement et le climat. Donc ça, c'est un fait. Et du coup, de pouvoir développer un certain nombre d'accompagnements, d'outils, de méthodologies pour aider les décideurs, les collectivités locales à se saisir de ces politiques pour en faire aussi des politiques d'amélioration de la santé, du bien-être des populations, avec l'objectif aussi, bien sûr, de pouvoir aussi être vigilant sur le sujet des inégalités de santé. Je crois qu'il a été bien introduit hier par notre collègue Stéphane Rican. Donc ça, c'est un élément majeur de l'urbanisme favorable à la santé. Donc prendre conscience que les acteurs, que les décideurs, que les municipalités sont des acteurs de santé publique. Donc, au départ, le concept d'urbanisme favorable à la santé n'est pas nouveau. Il n'a pas été inventé il y a 15 ans. Il a été vraiment développé par l'équipe de l'OMS et notamment Hugh Barton, qui était urbaniste et qui a porté ça au sein de l'OMS en faisant un certain nombre de publications et de documents cadres qui ont permis le développement d'initiatives d'urbanisme favorable à la santé à travers le monde. En France, on peut dater de la réappropriation de ce concept à partir des années 2010 et notamment un des éléments déclencheurs, ça a été le Grenelle de l'environnement avec la volonté de mieux repositionner la question de l'évaluation environnementale avec une obligation de regarder les impacts sur l'environnement de tout type de projets, dont les projets d'aménagement et d'urbanisme sur l'environnement, mais également sur la santé humaine. Et ça, c'est inscrit dans le Code de l'environnement depuis 2010, avant même que la directive européenne 2014 le réajuste avec ce terme d'intégration de la santé. Donc ça a été un des points de départ, en tout cas, d'intérêt de ce sujet-là, avec pour objectif notamment aussi, dans le cadre de ces évaluations environnementales, il doit y avoir une consultation de l'autorité de santé, notamment en région, ce sont les ARS, qui doivent donner des avis sanitaires de l'impact sur la santé d'un certain nombre de projets et d'aménagement et d'urbanisme qui sont soumis de toute façon obligatoirement à l'évaluation environnementale. Donc on est rentré dans ce sujet-là par cette entrée de l'évaluation environnementale et on a questionné finalement en tant qu'équipe de recherche, du coup, est-ce que cette voie, c'est une voie intéressante et pertinente? Et on a identifié à travers la façon dont on travaille nos livrables, du coup, que ça pouvait être un levier intéressant, mais que comme tous les projets ne faisaient pas l'objet d'une évaluation environnementale, on a exploré l'ensemble des leviers pour promouvoir un urbanisme favorable à la santé. Donc ça a été le point de départ. Et petit à petit, on a construit en interne un collectif de recherche d'expertise sur ce sujet-là. Évidemment, pas concentré que sur les acteurs de la recherche, mais on a bien vite pris conscience de l'intérêt de travailler avec les acteurs du territoire. Mais dans un premier temps, on a passé beaucoup de temps à convaincre la santé publique
que l'aménagement et l'urbanisme étaient des leviers d'amélioration de la santé, ce qu'on avait un petit peu perdu dans le temps, puisque finalement c'était assez cloisonné. Et progressivement, donc on a fait une première série de mise à disposition d'outils, on parlera peut-être dans la deuxième partie de cette table ronde. On s'est rendu compte que finalement, notre langage, nous en santé publique, ce sont les déterminants de la santé, puisque le postulat, c'est de partir du principe que la santé résulte du cumul d'exposition à des facteurs de risque, mais aussi des facteurs de protection tels que l'accès aux espaces verts, l'activité physique, les interactions sociales, etc., etc. En travaillant avec les aménageurs et les urbanistes, puisque finalement, un des enjeux, c'est de travailler ensemble, on s'est rendu compte que l'approche par les déterminants de santé, ce n'était pas leur langage. Donc, du coup, on a adapté les outils réécrit finalement les outils avec le même cadre théorique de ce qu'était l'urbanisme favorable à la santé, mais avec un langage d'aménageur. Et petit à petit, on les a amenés à comprendre comment on appréhendait un territoire de vie à travers différentes composantes d'aménagement et d'urbanisme, et de montrer comment toutes ces composantes pouvaient venir agir sur des déterminants de santé. En gros, on a travaillé sur le développement d'un langage commun entre la santé publique, l'environnement, l'aménagement, de façon à ce qu'on puisse en tout cas mettre à disposition un certain nombre d'outils qui ne sont pas, faut le dire, des outils clés en main, mais qui donnent un cadre national de ce qu'est l'urbanisme favorable à la santé, et qui doivent être après redéclinés dans les régions à travers d'autres outils, tels que vous avez par exemple fait un outil, un jeu derrière. Et du coup, c'est vraiment donner une méthode sur comment on questionne l'impact des différentes composantes d'un projet ou d'une politique de planification sur les déterminants de la santé et donc la santé. Donc ça, c'est vraiment un de nos objets de recherche, c'est comment on construit un certain nombre d'outils et de méthodes pour pouvoir accompagner le déploiement de l'UFS, donc urbanisme favorable à la santé, à toutes les échelles des territoires et notamment au niveau local, puisque c'est là que les instruments politiques sont mis en œuvre. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point de recherche, mais je ne vais pas le développer, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, on a aussi développé tout un travail et un axe de recherche pour mieux comprendre comment on pouvait mieux favoriser l'échange, le transfert des connaissances entre la recherche, la science et la pratique, et inversement, comment mieux comprendre les acteurs de terrain pour que la recherche puisse aussi mieux s'adapter de façon à faciliter les transferts de connaissances et garder aussi de pouvoir développer des plaidoyers basés sur des données probantes en santé, environnement, en climat. Donc c'est comme ça qu'on construit nos outils nationaux. Donc on a un gros soutien du ministère de la Santé. Depuis 2017, l'ADEME, l'environnement est aussi partie prenante. Et on a aussi la particularité de travailler aussi au niveau international, puisqu'on est en lien aussi avec l'OMS, qui considère que finalement leurs documents cadres doivent être, comment dirais-je, déclinés après au niveau national, et après régional, et après local. Donc on travaille vraiment sur ces deux objets là-dessus. Et peut-être un point parce que je pourrais en parler pendant des heures, un point aussi de confusion souvent qu'on fait dû au terme d'urbanisme favorable à la santé. Ça concerne bien tous les territoires de vie, pas uniquement les territoires urbains, même si le terme peut porter à confusion, mais la majorité étant urbaniste, on voit bien qu'on se concentre aussi sur les territoires ruraux. Donc en fonction, du coup, on n'a pas voulu changer le terme parce que le terme continue à être mieux connu et déployé. Mais derrière, il faut bien expliquer de quoi parle-t-on. Donc quand on parle d'urbanisme favorable à la santé, ou quand je vais dans les petites communes rurales, je parle de territoire de vie favorable à la santé, environnement, climat. Et je n'ai pas dit, je suis aussi membre du Haut Conseil breton pour le climat au niveau régional depuis maintenant 3 ans. Et du coup, je vois bien l'enjeu de parler de l'urbanisme favorable à la santé. Et j'aimerais beaucoup qu'on rajoute à l'environnement et au climat, puisque tout ça, ça fait vraiment corps, et qu'il y a énormément de synergie autour de ces enjeux et actions. Voilà. Alors justement, peut-être, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des co-bénéfices qu'on va trouver entre santé et action pour le climat? Effectivement, alors l'éco-bénéfice, c'est une approche c'est aussi un concept finalement qui est de plus en plus utilisé. Et finalement, l'intérêt de cette approche-là, c'est de pouvoir faire converger des objectifs environnementaux, socio-économiques, sanitaires autour des mesures notamment d'adaptation et d'atténuation, puisqu'on voit bien qu'il y a énormément
d'actions qui présentent des synergies. Parfois, il peut y avoir des contradictions, mais dans la majorité des cas, on voit bien que à travers l'urbanisme favorable à la santé, si je prends l'exemple des mobilités ou de l'alimentation, on voit bien que les actions en faveur de la mobilité vont aussi présenter un certain nombre de co-bénéfices en termes d'environnement et de climat. Donc c'est vraiment aussi de prendre, comment dirais-je, l'angle d'attaque, de justification des impacts d'une politique, par exemple, de mobilité, en montrant que ça va bénéficier à la santé de tous à travers l'augmentation de l'activité physique, mais ça va aussi présenter un certain nombre d'intérêts en termes d'atténuation ou de réduction des gaz à effet de serre et participer, alors peut-être pour la mobilité c'est moins évident, mais par exemple sur les espaces verts, on voit bien aussi tout ce que ça peut représenter en termes de rafraîchissement et d'enjeux d'adaptation dans une trajectoire, il ne faut pas l'oublier, à plus 4 degrés au niveau mondial en 2100 et en Bretagne, enfin plus 3 au niveau mondial en 2100 et en Bretagne, en France et en Bretagne, parce que les continents se réchauffent plus vite qu'au niveau planétaire, on est déjà sur du 4 degrés. Et de garder bien en tête aussi sur des messages clés, donc on intervient beaucoup aussi pour clarifier au nom du Haut Conseil breton pour le climat tous ces enjeux-là. Et au sein du Haut Conseil breton pour le climat, c'est un groupe de scientifiques de 20 spécialités. Moi, j'ai pour, en tout cas, petite mission de aussi faire pousser la santé comme enjeu majeur aussi pour opérer des transformations. Parce qu'on sait aujourd'hui que le changement climatique, c'est un exacerbateur de risques déjà existants et que dans des trajectoires à 3, il va y avoir une aggravation des enjeux sanitaires qui sont extrêmement importants. D'où l'importance. Et du coup, l'urbanisme favorable à la santé est vraiment un enjeu majeur d'action pour aussi réduire, non seulement participer à l'amélioration de la santé et le bien-être des populations, mais aussi participer aux stratégies d'atténuation et d'adaptation. Donc il y a un intérêt à regarder tout ça ensemble. Donc on est très proche aussi de l'approche One Health, en fait, des interactions. Donc l'approche co-bénéfice, c'est vraiment de pouvoir réutiliser ce cadre qui offre aussi un cadrage positif et d'échange qui facilite l'intersectorialité, donc de pouvoir faire discuter l'ensemble des parties prenantes autour d'un même objectif ou à travers nos différentes missions qui sont souvent très cloisonnées. Et on imagine justement que cette transversalité va soulever des sujets comme les inégalités de santé. Et là, peut-être je m'adresse à vous plus particulièrement, Théo. Qu'est-ce qu'on peut trouver Est-ce que vous pourriez nous définir un peu ces inégalités de santé et nous expliquer quels sont les tenants et aboutissants? Alors je l'ai pas mal répété hier pendant le jeu, mais c'est vrai que notre santé, finalement, elle dépend que de 20% de la qualité du système de santé, c'est-à-dire du médecin ou de qualité, par exemple, des médicaments que l'on prend, etc. Tout le reste, enfin une grande partie, à peu près environ 60% selon les études, ça va dépendre finalement de l'aménagement du territoire. Pourquoi? Parce que l'aménagement, ça va influencer sur les déterminants environnementaux, donc par exemple qualité de l'air, qualité de l'eau, qualité des sols, mais ça va aussi influencer sur les habitudes de vie. Donc par exemple, si on se déplace en mobilité active ou non, si on a plus un comportement sédentaire, et aussi sur par exemple la qualité de l'alimentation ou encore sur d'autres indicateurs plus socio-économiques. Donc finalement, si on donne un exemple, imaginons j'habite en périphérie de la ville, tous les matins je prends ma voiture pour aller à mon lieu de boulot. Je vais donc être dans les bouchons, il va y avoir beaucoup de bruit, etc. Le soir, je vais dormir dans un logement qui est déjà extrêmement exposé au bruit, où l'hiver, il va faire peut-être très froid à l'intérieur et l'été extrêmement chaud. Et il peut y avoir aussi des problèmes sonores, de sonorité, de nuisances sonores dans ce bâtiment. Et je vais peut-être avoir une alimentation moins bonne parce que justement, je passe tout mon temps dans la voiture. Et du coup, j'ai pas le temps de me consacrer à cuisiner et avoir une alimentation de meilleure qualité. Tout ça fait que dans le temps, je risque de développer des maladies chroniques. Et en comparaison, si on prend une autre personne qui, par exemple, va aller sur son lieu de travail en vélo ou à pied, qui va ensuite avoir une activité sociale le soir, qui va ensuite aller dans un jardin partagé, avoir une meilleure alimentation, tout ça va faire que cette personne, dite B, elle va avoir une meilleure espérance de vie. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'il y avait vraiment des disparités en termes d'espérance de vie. Parce que qui dit que l'espérance de vie, que la santé dépend de l'aménagement du territoire, fait que forcément notre santé va être, selon là où on habite, différente. Par exemple, entre les régions, on va noter à peu près 5 années de différence d'espérance de vie. Il va y avoir même aussi des différences au sein des villes, où par exemple, à la ville de Paris, il y a une étude qui a été faite. Bon, bien sûr, il y a les indicateurs socio-économiques qui rentrent à l'intérieur,
mais entre deux quartiers à Paris, donc vraiment vous prenez 15 minutes de RER, vous pouvez avoir jusqu'à à peu près 8 ans de différence d'espérance de vie, ce qui est assez extrêmement important. Et donc, ce qui est derrière ça aussi, ce qu'on se rend compte que justement, ce sont les personnes dites défavorisées économiquement aussi, qui habitent ces environnements qui sont dits moins favorables à la santé. Et là, on le voit aussi au travers des chiffres, où, par exemple, entre les 5% les plus favorisés et les 5% les plus défavorisés, chez les hommes, il va y avoir 14 années d'espérance de vie de différence, ce qui est extrêmement important. Et après, derrière aussi, donc, on voit donc, le développement de maladies chroniques, donc c'est là où on appelle inégalité sociale de santé, parce que ce sont des personnes qui défavorisées, donc du coup dans un environnement qui va fragiliser encore plus leur santé, et qui vont, dans le temps, avoir plus susceptibles de développer des maladies chroniques. Et c'est là où on voit tout l'intérêt de l'urbanisme favorable à la santé, parce qu'on se rend compte c'est un levier extrêmement fort en termes de santé publique pour réduire l'impact et surtout réduire le développement des maladies chroniques. Par exemple, c'est des chiffres de Santé publique France, on estime que 2/3 des maladies chroniques pourraient être évitées en jouant sur les habitudes de vie et donc sur l'aménagement du territoire. Pareil au niveau des cancers, donc c'est à peu près un chiffre de 40%. Donc d'où voilà l'intérêt d'agir en santé environnement, en urbanisme favorable à la santé. Nous, en tant qu'aménageurs, voilà, on est presque les premiers médecins, les premiers acteurs sur le terrain en termes de santé publique pour agir auprès de la population. Massif qu'il faut rappeler, 2/3 des maladies chroniques, 40% des cancers pourraient être évités si on agissait vraiment partout pour avoir un urbanisme favorable à la santé. Et ce chiffre aussi massif qu'on ne répète pas assez, c'est seuls 20% de notre santé dépend du système de santé. 20% seulement. Et ça, il y a vraiment un enjeu majeur aussi à diffuser ces messages auprès de la population. Il n'y a que 20% de notre santé qui dépend du système de santé. Il faut le marteler parce qu'on voit bien que parmi les collectivités, les élus, les pouvoirs publics, l'État, on insiste beaucoup sur la présence médicale. Bien sûr que c'est important d'avoir des médecins. Il n'y a que 20% de notre santé qui dépend du système de santé et des médecins. Le reste, c'est nous. C'est nous et c'est surtout notre environnement. Peut-être ajouter que dans les inégalités en matière de santé, quand vous travaillez dans le Finistère, dans un abattoir, ou quand vous êtes soumis à des conditions de travail difficiles, c'est souvent aussi les populations les plus défavorisées qui sont soumises à des conditions de travail difficiles, qui se lèvent tôt et qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture parce qu'il n'y a pas de transport du matin. Quand vous travaillez à 4 heures chez Bigard pour découper des carcasses de cochons, puisqu'on est en Bretagne, voilà, ça compte énormément. Merci d'avoir rappelé ça. Alors moi, je suis élue à Plestin-les-Grèves dans le 22. Je suis référente santé et puis élue à la veille sociale et conseillère déléguée en fait au CCAS et médecin en retraite. Et du coup, je faisais partie des 20%, mais je continue à remplacer parce que comme il y a moins de médecins, ils ont besoin aussi d'une aide. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est en fait, la médecine, c'est aussi la prévention. Et du coup, en fait, les médecins du travail, les psychologues scolaires, les infirmières scolaires, tout ce qui pourrait donner une éducation aux jeunes aussi, parce que l'éducation des jeunes, ça donne des futurs adultes. Et donc, je me dis que tous ces postes-là ont été supprimés. Il n'y a plus grand-chose ni dans les collèges, ni dans les lycées. La médecine du travail, moi, je voyais bien, parce qu'en fait, les gens qui font des boulots physiques, c'est les tendinites, c'est tout ce qui est musculaire, musculo-squelettique, et les médecins du travail, il n'y en a pas. Et quand on veut un rendez-vous avec un médecin du travail, on attend. Et pour les gens qui travaillent dans les abattoirs, mais sur les chantiers, tout ça, ils sont démunis aussi. Et les médecins du travail, comme ils ne sont pas nombreux, ils voient les gens, 2 fois par an. Et encore. Merci beaucoup pour votre question. Dans le fonctionnement, donc on a réparti cette table ronde en 3 temps. Et vous pourrez poser vos questions, je pense, à la fin de la fin de chaque temps, même si on a pris un tout petit peu de retard, il me semble, mais on peut développer. On a vu des très belles initiatives ce matin, je crois, pendant la balade, avec justement un travail de proximité qui est fait pour nouer des partenariats entre professionnels de santé, habitudes de vie. On a vu des très très belles choses qui se développent sur le territoire. Mais oui, c'est très très important de rappeler
que l'urbanisme favorable à la santé a un pilier avec se pencher sur ces inégalités de santé, c'est vraiment un pilier. Et oui, il va falloir travailler nos habitudes de vie, mais en effet également nos accès aux soins, qui fait partie, l'accès aux soins fait partie de l'urbanisme favorable à la santé. Anne. Oui. Oui, juste pour rebondir, parce que ce que vous dites est absolument juste. Du coup, peut-être replacer l'urbanisme favorable à la santé comme une action, en fait, qui vise à moins tomber malade. Mais ceci dit, dans les axes de l'urbanisme favorable à la santé, évidemment, l'accès aux soins reste un axe très fort. Et dans ce que vous verrez sur les cadres ou les outils qu'on présente, et si on les suit bien, l'accès aux soins fait partie. Évidemment, quand on est malade, on a besoin du médecin. Et le problème des déserts médicaux est un réel problème qui doit être aussi intégré. Et puis, on fait vraiment aussi, on a beaucoup œuvré à remettre un peu au départ l'accès aux soins de côté parce qu'il y avait une acculturation, une mauvaise compréhension de ce qu'était la santé. Et on avait tendance à penser soins, hôpital, accès aux soins. Donc, il y a eu tout un travail un peu de mettre ça un peu de côté. Mais il est vraiment aujourd'hui réintégré, et notamment quand on parle avec les aménageurs, au départ, c'était aussi l'hôpital, etc. Donc bien sûr que c'est un axe fort de l'urbanisme favorable à la santé, et l'aménagement peut faciliter l'accès aux soins, et on a vu des exemples, comme tu l'as dit. Et d'ailleurs, merci beaucoup, parce que c'est une transition toute trouvée pour justement cet état des populations, cet état de santé des populations qui évolue aussi, avec peut-être, Nicolas, vous pourrez nous en parler, des maladies chroniques qui augmentent, des populations qui changent, de l'état de santé qui évolue. Oui, alors moi je ne suis pas médecin, donc du coup je suis un peu intimidé. Est-ce que mais, dans votre pratique Non, mais dans notre pratique. Si moi toujours je suis là, c'est que donc à IA on est bien architecte, ingénieur, on est urbaniste, on est paysagiste, mais on a créé donc on vient plutôt du monde de la santé. Nous on a fait beaucoup de bâtiments de santé, et puis on a créé une fondation fait de recherche sur cette thématique-là, dans lequel il y a un site internet, il y a des films, il y a des docs, donc on participe, on va dire, à la recherche, enfin avec nos petits bras. Hein. Donc voilà. Et donc on a l'urbanisme et la santé, c'est quand même malgré tout un débat qui existe depuis longtemps, même s'il est un petit peu pas vu, mais il y avait quand même des grands projets lors du choléra, où il y a eu des vrais grands projets urbains. La tuberculose aussi a fait plutôt la ville moderne. Et donc on se pose la question maintenant de ce qui va nous arriver demain, enfin en tant que concepteur, sur évidemment la maladie chronique, mais aussi l'ensemble des vulnérabilités de demain qui vont nous arriver avec un vieillissement de la population dont je ferai partie, hein, et dont on fera tous partie à un moment donné, enfin normalement, enfin pour le mieux, hein. Et donc ça change un peu le regard, quoi, sur les éléments. Donc cette relation, on va dire, santé et urbanisme, elle existe depuis longtemps. Après, comment on la pratique, je ne sais pas si c'était le but de la question. Elle est évidemment, et puis je sais pas, je pense que vous avez dit beaucoup de choses, mais il y a quand même une vision holistique du problème que nous, on a un peu du mal à... Enfin, au moins, on essaie de l'aborder comme ça, le projet, pas comme un objet posé quelque part, ou pas comme une étude urbaine sur un coin, mais avec une vision un peu plus globale des enjeux évidemment avec une perspective pour demain, mais des enjeux aussi d'analyse du territoire sur ces fameux déterminants. Donc nous, on a une grille d'analyse qu'on pose sur un territoire, ça nous permet de faire une forme de cartographie, et souvent ça révèle et ça questionne, plus que ça résout des problèmes, mais au moins ça permet toujours d'identifier les éléments, quoi. Les chiffres, hein, que vous avez donnés, ils sont... quand moi, il y a une dizaine d'années, je suis tombé dessus, sur ce premier chiffre-là, j'ai trouvé ça complètement alarmant, quoi. Et ça pose quand même la question. Donc moi, je suis concepteur, donc je suis acteur de ceux qui ont fait des choses mal ou bien, enfin, j'en sais rien, je veux juger, mais toujours je suis acteur dans ma vie de tous les jours pour pouvoir essayer de changer des choses et se rendre compte à un moment donné, parce que je suis pas né comme ça, architecte, en disant tiens, il y a un truc sur la santé, c'est venu avec le temps. Et se rendre compte qu'effectivement, ces 70% déterminants de santé qui sont sur le cadre de vie, on est du coup responsable
de ça. C'est-à-dire que quand on est élu, je regarde madame, quand on est élu, on peut ne pas le savoir, parce que c'est quand même pas si simple que ça à s'imaginer que le fait d'avoir dessiné en gros des villes où on passe notre vie assis, voilà, parce que c'est à peu près ce qu'on a dessiné, tous, hein, que ce soit les designers qui font des chaises parfaites, que ce soit les espaces, en fait, on a fait tout pour être malade, en gros. Alors c'est peut-être parce que l'être humain est un peu feignant, ça je crois aussi, qui va vers la facilité. Donc nous, on essaye un peu de trouver des petites solutions. Et on n'est pas sur des grandes choses, hein, c'est pas forcément des choses extrêmement complexes. Mais par exemple, là, vous parlez du parking du matin. Et ben, si le parking du matin, il est juste un tout petit peu plus loin que l'entrée. Je dis pas, moi, je suis venu en voiture hein, ici parce que j'habite Lorient, donc je suis dans une ville aussi moyenne où en fait la voiture, elle est là tout le temps et que on essaie de faire un peu différemment, mais c'est pas si facile que ça. Donc, faut pas non plus juger. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de dogme. Mais par contre, si je donne un exemple concret, demain on dessine un bâtiment avec son parking, on va essayer de serrer le parking le plus possible et faire une tranche en fait d'espace entre l'endroit où je vais bosser et l'endroit où je vais me garer pour peut-être marcher quelques minutes de plus, peut-être avoir envie de faire une marche un tout petit peu plus longue parce que c'est un parc plutôt sympa, agréable, et qui va prendre un petit peu de fraîcheur, et peut-être que je vais intégrer de l'eau dedans qui va me permettre de gérer un peu mes eaux de pluie et pas venir alimenter les problématiques de demain et venir hydrater ici. Qui quand il fait chaud, ça va un peu faire l'humidité, ça va faire agréable, qui du coup va peut-être se dire que le midi, au lieu de rester assis encore, après avoir bossé assis toute la journée, je vais encore remanger mon sandwich assis devant mon truc Netflix, bah, je vais peut-être aller dehors parce qu'il y a une table sympa avec un arbre, avec un endroit agréable, et que je vais pouvoir un peu sortir, et que je vais aussi avoir des relations sociales. Parce que, attention, hein, la santé, on parle du corps, hein, mais la santé, l'autre moitié, c'est la tête. Et les problèmes psycho, là, pour le coup, on peut vite comprendre qu'un cadre de vie dur, comme vous l'avez exprimé, un cadre de vie dur, ça aide pas, quoi. Voilà. Et donc, quels sont aussi les lieux de ressourcement? Donc, je prends toujours cet exemple de parc. Bah, il y a peut-être des éléments hyper collectifs pour avoir envie de manger avec ses collègues à 6 ou 7, mais la personne dépressive, elle a peut-être envie de se mettre dans un coin tranquille, à l'abri. Donc il faut un peu penser à toutes ces petites choses-là. C'est des petits gestes, hein, et le penser aussi avec un regard, de pas l'espèce de truc qu'on nous a inventé pendant l'ère industrielle de l'homme ou la femme parfaite, 1m80, toujours en forme, qui va bien, qui représente, je ne sais même pas si ça doit représenter un tiers de la population, mais aussi penser avec, j'ai juste un genou pété, je ne sais pas si vous avez déjà fait la vie avec une béquille, vous vous rendez compte que toutes les chaises et les bancs, ils ne servent à rien, que ce n'est pas du tout adapté. Et moi, j'ai eu la chance de faire des simulations de vieillissement. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais d'un seul coup, vous changez complètement vos lunettes sur la vie. Ouais, lunettes, et puis on est comme ça, avec tous les genoux bloqués et tout. Hein. C'est pas, en gros, c'est des trucs qu'on met sur les genoux qui vous simulent. Et d'un seul coup, vous vous dites, j'ai peut-être dessiné n'importe quoi depuis 10 ans, et donc ça fait des mises en cause fortes. Voilà. Alors, justement, vous êtes concepteur et vous avez abordé quelque chose rapidement tout à l'heure. Une question, est-ce que concevoir un espace favorable à la santé, ça coûte nécessairement plus cher? J'ai surtout envie de dire non. Ça, c'est sûr, ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Ça peut parfois coûter, on va dire, un petit peu plus cher en surface. Alors j'ai envie de vous dire, ça dépend de quoi on parle. Si on parle de bâtiment pur et dur, un bâtiment pur et dur, c'est que du bon sens. Voilà. Donc c'est plutôt de la bonne étude. Alors effectivement, j'ai envie de vous dire, ça peut coûter un peu plus cher parce que, et là je vais faire mon architecte militant, mais quand vous êtes serré avec des honoraires et que vous pouvez faire aucune étude thermique, aucune étude d'espace ou autre chose, c'est un peu plus dur de pouvoir bien faire son métier. Sur la partie urbaine, je ne sais pas si les solutions sont plus chères ou moins chères, mais ça demande un petit peu d'études quand même. C'est-à-dire que quand il faut faire une cartographie d'un lieu, et de faire vraiment des études thermiques, des modélisations, des impacts sanitaires ou autre chose, ça demande un petit peu d'études, qui n'est pas forcément l'étude de base urbaine qu'on peut trouver à des montants, on va dire, X. Voilà.
Mais par contre, il faut peut-être aussi voir sur qu'est-ce que ça apporte. C'est toujours le pendant, parce qu'on est en plus, forcément, c'est un petit coût en plus. Ouais, mais ça peut permettre aussi de faire moins de choses. D'où l'intérêt de remettre en perspective peut-être et de se dire qu'à l'échelle d'un territoire, c'est aussi la décharge du système de soins local. Toutes les communes sont en recherche de médecins. Donc peut-être que c'est un coût à étaler sur la totalité. Le doux rêve pour nous, ça serait qu'on soit sur une boucle en se disant, tiens, si on faisait les choses on pouvait démontrer qu'on allait moins bouffer de médicaments, et ben que cet argent-là, il puisse servir à faire des choses plus intéressantes, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, le système, il est quand même, et je vois pas, enfin c'est quand même, même s'il est quand même cloisonné, c'est quand même hyper dur de faire autrement. J'étais hier avec des ARS et on voit que même eux, dans leur façon de porter des projets, donc j'étais sur la partie immobilière, parce que moi, je fais des bâtiments, c'est comme ça que je vis. Et on voit bien que quand même, il y a des cloisons en France. Donc, il faut un peu les lever, mais cette vision globale financière, elle est quand même super dure. Alors, on arrive, nous, à le faire plutôt sur le cadre de l'emploi. Et en démontrant, et ça se démontre, que certains dispositifs qualitatifs pour le personnel évite des arrêts maladie. Voilà. Ouais. Ouais. Monsieur le maire de Pont-Aven, vous allez intervenir. Bien, écoutez, moi, c'est juste une intervention en écoutant les différents intervenants pour parler plutôt c'est-à-dire quand on est du côté de la maîtrise d'ouvrage, il faut penser en termes de stratégie. Et c'est vrai que nous, par exemple, dans ce mandat-là, en 2020, on s'est posé la question de comment mettre en place une stratégie globale qui pouvait se dérouler sur le mandat et qui concerne l'urbanisme, qui concerne le bâtimentaire, mais qui concerne aussi les espaces paysagers. Et on était parti d'un concept qui était tout bête, et tout le programme, on l'a conduit autour de ça, prendre soin. Donc on est parti sur cette notion qu'on a partagée d'ailleurs dans des réunions publiques, etc. Comment prendre soin? Alors prendre soin de soi, prendre soin du territoire, prendre soin des bâtiments, prendre soin du paysage, prendre soin, etc. Et qui rejoint évidemment ces problèmes de santé. Et on a essayé de décliner une stratégie même dans le temps, c'est-à-dire sur un échéancier. Alors le premier truc qu'on a fait, par exemple, et ça je peux vous le dire parce que c'est concret, c'est visitable, etc., c'est de faire un parc dans la campagne dans la campagne, parce qu'on est en pleine campagne à Pont-Aven, mais c'est aussi des zones rurales exploitées. D'ailleurs, entre parenthèses, on parlait des conditions socio-économiques tout à l'heure qui pouvaient être un déterminant dans une ville, mais à contrario, les personnes qui ont plutôt des moyens et qui vivent maintenant dans la campagne sont en grand danger, il faut le savoir. D'ailleurs, le cas de maladie des rurbains s'est énormément accru ces dernières années à cause des pesticides, etc., tous les effets indirects de l'agriculture, sur lequel, moi, je n'ai pas de critique particulière, dans une vision globale. Après, c'est pas... bon. Donc, prendre soin. Alors, on s'est dit, un peu comme l'eau dans l'eau, on va faire du verre dans le verre. Et on a fait un parc, d'ailleurs, qu'on a confié à LPO, donc la Ligue de protection des oiseaux, pour relier... parce que Pont-Aven, c'est la fusion de deux communes, Pont-Aven et Nizon, donc on voulait relier les deux communes. Donc on a fait un parc qui relie les deux communes avec un chemin creux qu'on a recreusé entre Pontic-Malo, que connaît bien Annick, parce que c'est une Pont-Aveniste avant d'être la première adjointe de Concarneau, et donc entre Pontic-Malo et Nizon. Et on a fait un parc dans le parc. Alors au début, les habitants étaient un peu étonnés en disant attendez, il y a de la campagne partout, pourquoi refaire de la campagne dans la campagne, etc. On a exhumé, par exemple, un ruisseau qui était busé. On a vu en quelques années un déferlement de libellules, à Pontic-Malo, tout est revenu très naturellement. Les enfants en ont fait un territoire pédagogique, parce que vous savez que maintenant, territoire nature, c'est un des programmes du rectorat. Donc les enfants ont réinvesti le coin. C'est devenu près de l'EHPAD l'endroit préféré des anciens pour se promener, etc. Première chose qu'on a faite, première année, on a investi 400 000 €, ce qui est énorme pour une petite commune, pour faire un parc du verre dans le verre. Ensuite, on s'est dit comment décliner
la question du vieillissement et du désert médical, puisque les médecins partaient de la commune, on a fait une maison de santé dans une ancienne poste, en partant du principe qu'on ne ferait aucun bâtiment public en par une procédure d'artificialisation. Donc on a fait une évaluation du bâti, on a fait pour ça venir un master d'urbanisme à Pont-Aven qui a travaillé pendant 6 mois sur un observatoire, parce que moi je crois que l'urbanisme c'est interdisciplinaire. C'est pas l'urbaniste en soi qui est important, c'est la conjugaison entre des scientifiques, entre des professionnels, entre de la concertation publique. Rien ne peut se faire sans une interdisciplinarité, ça j'en suis absolument convaincu. Donc on a fait venir les étudiants qui ont travaillé pendant 6 mois sur un observatoire urbain, qui ont fait le bilan de la commune sur tous les domaines, le vieillissement, l'intergénération, les bâtis existants, etc., en se disant on ne fera dans notre mandat que ce qui existe, que sur le déjà là. Alors par exemple, on avait une usine, et grâce à l'NCT et PVD, je dois faire un petit peu de pub, parce que sans être... on a désiré devenir PVD, ce qui n'était pas évident, parce qu'on n'était pas dans la bonne échelle au départ. 3000 habitants, bon, on a assisté auprès du préfet, on lui a démontré par notre démarche que PVD pouvait être un dispositif très utile pour nous. Et effectivement, on avait une usine à l'entrée de Pont-Aven, une friche que les gens du coin connaissent, qui était la Belle Angèle, sur laquelle on a pu mettre en place toute une ingénierie en se disant que là, il y avait 3 hectares à récupérer pour du futur logement expérimental, etc. Donc cette démarche, on l'a fait avec des professionnels, avec des scientifiques, grâce aussi à l'action de l'État qui nous a aidés sur l'ingénierie, puisqu'on n'avait pas les moyens de mener une chose comme ça. Donc deuxième action, maison de santé, dans l'ancienne poste. Troisième action, on s'est dit il faut du logement, mais du logement intergénérationnel. Donc on est allé voir les bailleurs, on a préempté des terrains dans une zone qui est pourtant très touristique. Le logement, c'est absolument essentiel. C'est même, je veux dire, la priorité des priorités. Si on veut faire autre chose qu'un grand musée, on peut faire le musée, mais on peut faire aussi de l'hybridation avec des vraies populations. Tout ça, alors je ne vais pas décliner jusqu'au bout, parce qu'on est à la fin du mandat et on voit que les choses se sont bien faites, puisqu'on a réalisé 7 opérations pendant un mandat, ce qui est énorme. En général, une ville de 3000 habitants, c'est 1 ou 2 opérations. On a refait la médiathèque, l'office de tourisme, l'école, la cantine de l'école, etc., en tenant, et toujours avec cette idée qu'on conservait la situation, le bâti existant, et qu'on ne faisait que sur du déjà là. Même s'il y avait des contraintes, même si c'était impossible. L'école de Nizon, il n'y a quasiment pas de terrain. On a fait une extension sur le domaine public, sur la route. Tant pis. Donc, je pense que pour parler de santé et puis urbanisme, on a besoin de monter une stratégie. Et je crois que ça, c'est essentiel. Et la stratégie, on ne peut pas la faire seule. Il faut la faire avec des professionnels. Il faut la relier à des programmes, je crois, qui existent. Et j'espère que, avec les menaces sur les agences, etc., j'espère que ça n'ira pas trop loin dans les décisions de l'État, parce que ce sera une vraie catastrophe à notre échelle. Il faut le faire avec les dispositifs qui existent. Et puis, j'allais dire aussi autre chose, c'est qu'il faut le faire aussi dans l'intercommunalité. Et on a une intercommunalité de Concarneau qui est absolument remarquable, où la première action qui a été faite, c'est le PCAET, donc le plan climat, énergie, etc., le PCAET qui est un peu le fil conducteur aujourd'hui de toutes les politiques publiques au sein de l'intercommunalité. Donc c'est toutes ces échelles qu'il faut pouvoir mobiliser pour avoir une bonne réponse à cette question de santé qui est absolument essentielle, le vieillissement des populations, le lien à l'agriculture, etc. On est là face à un défi absolument majeur avec le basculement climatique. On est vraiment sur des enjeux majeurs et je crois que si toute cette échelle de projets, toute cette constellation d'actions mobilisables n'existe plus demain, ce sera catastrophique et je voudrais vraiment que ce message soit entendu. L'État a une très lourde responsabilité parce que cet investissement, c'est notre condition dans 20 ans ou dans 30 ans. Merci beaucoup pour cette intervention.
Justement, je pense qu'on pourrait passer sur les outils qui sont à disposition, qui ont été mis en place grâce à toutes ces politiques accompagnées par ces agences et ces politiques. Je passe peut-être la parole dans un premier temps à Théo, parce qu'il me semble qu'il y a des outils qui ont été développés en Occitanie, et notamment dans la petite ville de Lodève, petite ville de demain de Lodève. Exactement, donc qui était une petite PVD. Pour rebondir par rapport à tout ce qui a été dit, c'est vrai que nous, on se rend compte quand on va sur les territoires que quand on vient parler de santé, c'est pas évident pour les élus parce qu'ils ont l'impression que c'est encore un sujet en plus par rapport à déjà à tout ce qu'ils doivent traiter, par rapport avec la résilience, l'adaptation au changement climatique, parfois la ZFE, etc. Et on dit, encore un dossier en plus, c'est la santé. Et nous, l'idée, c'est de leur montrer que déjà, ils en font déjà de la santé sur leur territoire, et c'est juste en le prenant en compte qui vont pouvoir vraiment avoir décuplé les bénéfices sur leur territoire. Et donc c'est pour ça que dans le cadre du plan régional santé-environnement numéro 3 d'Occitanie, on a développé en fait toute une valise à outils pour que les élus et techniciens des territoires ils puissent justement s'approprier ces sujets de santé sur leur territoire et surtout échanger. Ça leur permet d'échanger avec les professionnels de santé, mais aussi avec les citoyens, voilà, comme disait le monsieur le maire, vraiment pour vraiment créer un urbanisme mais de codisciplinarité pour vraiment avoir un écosystème urbain qui prend le plus en compte d'enjeux possibles. Et en plus, la santé, c'est extrêmement intéressant parce que derrière aussi, on va toucher, c'est un prisme de regard qui va nous permettre de toucher énormément de sujets. Donc, en termes d'outils, on a développé donc 3 outils majeurs. Le premier, ça va être une série de fiches de sensibilisation sur chacun des déterminants de santé, parce que parfois, on parle toujours de déterminants de santé, mais finalement, moi, en tant qu'urbanisme, sur lesquels je peux agir, donc les fiches, il y en a 10 qui traitent à peu près l'ensemble des déterminants de santé qui viennent du guide de Isadora de l'EHESP. Donc c'est vraiment notre base de connaissances, un peu notre Bible. C'est sur ça qu'on s'est basé pour construire toute cette valise à outils. Après, il va y avoir un outil aussi plus de terrain, parce que souvent on se rend compte que quand on fait de la santé-environnement, ça nous paraît loin, un peu déconnecté de la réalité, c'est toujours dans l'idée. Et là, on a un outil terrain pour vraiment venir identifier sur son territoire les aménagements qui vont favoriser ou non la santé de la population. Donc, par exemple, je vais construire une école, je refais un parc, déjà, on va mettre en place une balade sensible avec, donc il y a vraiment un prisme de regard sur l'urbanisme favorable à la santé pour voir finalement qu'est-ce que je peux mettre en place pour favoriser ou non la santé de la population. Donc ça, c'est un peu le deuxième outil qui est plus terrain. Et enfin, on a le troisième, sur lequel vous avez participé hier, donc qui est le Serious Game, qui est le jeu santé-cité. L'idée, voilà, c'est de comprendre quelles actions on peut mettre en termes d'aménagement, d'urbanisme pour adapter son territoire et aussi favoriser la santé de la population de manière générale, mais aussi pour comprendre comment on va analyser le territoire sous le prisme de la santé-environnement. L'idée, c'est de faire ce premier pas peut-être juste avant le diagnostic et faire des études d'impact de santé qui peuvent être un peu plus lourds sur le territoire. Donc voilà, cette valise à outils, elle est disponible, elle a été faite en Occitanie, donc en collaboration avec l'ARS, avec aussi des collectivités locales, et elle a été financée, comme il faut le dire, par l'Adréal. Mais vraiment, tous les territoires ils peuvent l'utiliser, et il n'y a pas de souci, tout est disponible sur Internet. Sur le site du CEREMA ou du PRSE3 Occitanie. Merci beaucoup. Et on a également le réseau français des villes santé avec, il me semble, des fiches qui sont faites également, des guides et puis des journées nationales. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de tout ça ? Oui, alors donc le réseau français Ville Santé, donc déjà c'est une association de communes et intercommunalités françaises. On n'a que des communes et intercomembres. Et c'est vrai que sur notre site internet, vous pourrez trouver beaucoup de publications en libre accès sur tous les sujets qui touchent aux déterminants de la santé, avec des exemples d'actions de collectivités. Récemment, on a publié un ouvrage sur la santé mentale, donc qui n'est pas sur l'accès aux soins de santé mentale, mais vraiment comment toutes les actions d'une ville, que ce soit l'urbanisme, la question de l'activité physique, la question de l'alimentation, la question de santé environnement en général, c'est en lien avec la santé mentale. Voilà, on a d'autres publications sur les perturbateurs endocriniens, sur l'activité physique, l'alimentation, etc. De manière générale, pour reprendre le fil de ce qui a été dit, l'urbanisme favorable à la santé et en général la prise en compte de la santé par les collectivités territoriales, ça repose la question qu'on a évoquée en fin de journée hier du qui fait quoi, quelles compétences, etc.
on l'a dit, l'idée n'est pas de se rajouter ou de revendiquer nécessairement une compétence santé, mais c'est bien d'appliquer ou de mettre en œuvre ce que nous, dans le jargon de la santé publique, on appelle la santé dans toutes les politiques, c'est-à-dire comment, dans les politiques, les projets que je porte déjà, que je dois porter soit réglementairement, soit parce que la collectivité s'est fixé tel projet, comment est-ce que je peux chausser les lunettes de la santé ? Donc vraiment, c'est vraiment cette démarche-là de la santé dans toutes les politiques. Et pour ça, comme vous l'avez dit, ça repose sur des démarches intersectorielles et en externe, en s'appuyant sur des acteurs qui connaissent ces sujets-là. On a parlé hier de l'ARS, de la CEPAM, qui commence à se mettre aussi sur les sujets de prévention. Il y a aussi dans les régions Promo Santé, qui est un acteur de la promotion de la santé. Il y a les observatoires régionaux de santé qui sont aussi là. Donc on peut s'appuyer quand même sur ces acteurs qui existent et qui chacun peuvent apporter une expertise spécifique, mais aussi évidemment l'intersectorialité en interne, entre élus, entre agents. On a des territoires où on a vraiment des dispositifs de coordination locale en santé qui existent, donc on peut s'appuyer dessus quand on a la chance d'en avoir. C'est le cas du contrat local de santé, on a eu un exemple hier. C'est le cas quand on a un quartier prioritaire de la ville, on peut avoir un atelier santé-ville par exemple, on peut avoir un conseiller local en santé mentale, donc ça peut exister et on peut s'appuyer dessus. Néanmoins, quand on n'a pas tous ces outils-là, on peut quand même agir et travailler cette intersectorialité en interne pour vraiment réussir à intégrer ce prisme santé dans tel projet d'aménagement et trouver déjà l'expertise de tous les collègues pour réussir à faire le lien et penser à des sujets ou des problématiques de santé qu'on n'aurait pas forcément imaginé, qu'on n'aurait pas en tête. Par exemple, penser à l'ombrage, ce genre de choses. Et ça pose la question de peut-être quel point de départ on prend quand on n'a pas encore commencé ce travail-là. Nous, au niveau du réseau, quand les villes adhèrent, on leur demande dans le dossier d'adhésion de faire la liste de ce qu'elles font déjà sur la santé. Et donc, la personne qui va faire le dossier, elle fait le tour de tous les services et c'est l'occasion de découvrir ce que le collègue des déchets fait, ce que le collègue de l'environnement, de la voirie, etc. fait, et de se rendre compte de quelque chose qui était fait avec peut-être une visée bien-être, qualité de vie, mais qui n'était pas explicité sur la santé, de mettre le mot santé dessus, de commencer à construire cette intersectorialité. Donc parfois, ça peut déboucher sur des liens avec l'urbanisme, parfois c'est avec d'autres politiques, alimentation, activité physique, etc. Mais ne serait-ce que ce travail-là, c'est déjà un préalable qu'on peut faire quand on n'a pas forcément tous ces outils CLS, etc. et qui est très intéressant. Et je m'adresse aux élus notamment, on va être dans une période d'écriture de programmes politiques. Voilà, ça peut être un travail aussi de voir comment tout ce qu'on prévoit, comment est-ce qu'on met ce regard santé dans toutes les politiques pour avoir vraiment cette vision globale santé sur la politique qu'on va mener ou qu'on souhaite mener sur le territoire. Merci beaucoup. Et justement, alors, Cité Santé que j'ai créé accompagne des acteurs sur le terrain. Et je suis un petit peu le petit poil à gratter parce qu'on va se demander, je posais la question tout à l'heure du coût de ces aménagements favorables à la santé, mais il y a aussi la question des antagonismes. Est-ce qu'il y a des freins parce que quand on est sur le terrain, on a ces retours-là en disant mais attendez, ça va nous mettre des moustiques partout, ça va coûter cher. Est-ce qu'on a des freins comme ça et des possibilités de passer au-delà ? Alors au niveau des freins, on est sur des choses qui sont complexes. La solution, c'est pas forcément que du bon sens. Le bon sens de l'un n'est pas le bon sens de l'autre. Et c'est là qu'il faut pouvoir avoir de l'accès à l'expertise. Quand on parle par exemple moustique, il faut comprendre c'est quoi le cycle de vie du moustique tigre, où est-ce qu'il vit ce moustique tigre. On pourrait penser c'est toutes les surfaces en eau, c'est les noues, etc. Le moustique tigre, c'est pas les milieux dans lesquels il vit. Le moustique tigre, il vit dans les petites soucoupes, par exemple sous les pots de fleurs, etc. Donc vraiment, il faut réussir à aller chercher de l'expertise qu'on n'a pas forcément d'interne dans la collectivité. Donc on a de plus en plus de choses qui existent, mais parfois c'est le lien avec les chercheurs, ça peut être le lien avec le CEREMA, ça peut être le lien avec tous ces acteurs. Donc ça, évidemment, c'est un premier frein de réussir à mobiliser cette expertise. Maintenant, quand on l'a mobilisée, on reste dans des sujets complexes où parfois il y a des antagonismes. Et donc là, c'est vraiment quel choix éclairé on fait, parce qu'on est dans des enjeux tellement compliqués, tellement variés, que par exemple, aujourd'hui, quand on parle pollen allergisant, on se demande, ok, quelles espèces je plante en ville ? Il y a des pollens qui sont très allergisants. L'allergie au pollen, c'est un problème croissant. C'est pas anodin, on peut penser que c'est juste on l'armoie, etc. Non, ça a vraiment un impact très fort sur, y compris l'absentéisme au travail, à l'école, des problématiques aussi de consommation de médicaments importantes avec des traitements lourds.
et de plus en plus d'asthme, l'asthme étant une maladie grave. Donc, cette question de pollen, qu'est-ce qu'on fait quand les bouleaux, les graminées, etc., la liste, elle est longue quand même, si on enlève tout ça. Si les végétaux, on se dit qu'on veut que ceux qui vont survivre à la chaleur, etc., il ne va plus rester grand-chose à la fin. Et donc, comment est-ce qu'on positionne les critères pour prendre un choix éclairé? Ça peut être notamment de choisir, voilà, on va pouvoir planter telle espèce, mais on ne va pas planter par contre 10 mimosas. On va peut-être en mettre un. Ça va questionner aussi les modes de gestion, de taille des arbres, parce qu'une fois de plus, cycle de vie, comment est-ce que le pollen est produit par l'arbre, etc. Sur les graminées, la question de la fauche tardive, par exemple, c'est un vrai sujet, parce que c'est bon pour la biodiversité, pour la petite faune. Par contre, c'est une catastrophe pour les personnes allergiques au pollen. Donc, comment est-ce que dans la collectivité, on place le curseur pour dire on ne va pas faire de la fauche tardive partout, mais on va en faire à certains endroits, ou peut-être qu'à proximité d'une école, d'une crèche, on ne va pas en faire parce qu'on est sur des populations qui sont particulièrement fragiles, mais dans tel endroit un peu plus éloigné, on va faire de la fauche tardive, etc. Donc voilà, ce n'est pas une solution simple, ce n'est pas une solution miracle, et donc c'est vraiment, sur cet exemple, mais comme sur d'autres, comment est-ce que, en tant qu'agent et élu, on arrive à avoir le plus de regard possible pour prendre la décision éclairée en fonction du cas politique qu'on s'est fixé. C'est vraiment très important de rappeler qu'il y a aussi ces freins, ces antagonismes, que tout n'est pas aussi simple. À ce stade, peut-être qu'on pourrait entendre un élu, peut-être, Madame, pour Quimperlé, communauté. Est-ce que vous inspirent ces réflexions parce que Quimperlé communauté, on l'a vu hier, vous avez aussi un contrat local de santé qui est important. Oui, on essaye de le rendre très actif tout au long de ce mandat pour justement développer des politiques de santé importantes sur des mesures de radon, qui est un gaz très actif aussi sur notre région, et également sur différents dépistages. Enfin voilà, on est beaucoup présent. On a donc fait aussi un rendez-vous de santé avec Madame pour la santé en urbanisme. Et puis, c'était très intéressant aussi de faire cette promenade dans la ville de Quimperlé. Et puis, on s'inspire un petit peu aussi de toutes ces actions pour, dans nos communes aussi, veiller à ce que dans l'urbanisation que nous faisons. Par exemple, je pense précisément à la végétalisation des cours d'école, où on a participé aussi à l'école du Trivou, par les communautés a participé aussi à la végétalisation de la cour de l'école pour éviter aussi aux enfants d'être trop en présence avec le bitume, avec des choses comme ça. Voilà. Est-ce que ce sujet de l'urbanisme favorable à la santé, on voit bien depuis ce matin, on explique que c'est une approche globale qui permet d'agir sur les déterminants de la santé. Est-ce que vous pensez que ces notions sont aujourd'hui intégrées par les équipes municipales, le conseil communautaire et la population, ou faut-il encore continuer à faire de la pédagogie sur le sujet pour expliquer pourquoi on va essayer de développer un projet en remettant davantage d'espaces verts et en supprimant peut-être des places de parking, ce qui va, on le sait, fâcher les commerçants? On essaie de mobiliser au maximum donc les équipes municipales, notamment au niveau de Quimperlé Communauté, à travers des actions, notamment sur le plan territorial de l'alimentation, et puis un petit peu au niveau de toutes les commissions que nous mettons en place. Bon, quelquefois c'est un petit peu difficile de mobiliser, mais on essaye de faire rentrer, de faire pousser des petites graines ici et là, et on espère que dans les différents mandats qui arrivent, ça portera ses fruits. Oui, voilà, en complément aussi, on a fait une formation pollen sur les personnels des espaces verts et dans nos différentes communes. On a fait aussi un grand travail sur le handicap pour permettre l'accessibilité maximum à ces personnes. Et voilà, donc on a beaucoup de sujets. Je te laisse continuer si tu veux, Aurélie, un peu. Bonjour, je suis Aurélie Nogier, directrice des initiatives sociales et de la santé à Quimperlé Communauté. Juste pour compléter les propos d'Hélène, on a essayé en effet de mobiliser les élus sur ces questions-là et on a développé un réseau de référence santé-handicap. Donc ça veut dire dans chaque commune, donc on a 16 communes sur le territoire, on a un technicien et un élu qui est en charge de ces problématiques-là. Et forcément, voilà, on a des ordres du jour qui permettent d'aller sur les axes du contrat local de la santé et de les amener au plus près des habitants, donc au niveau communal.
Merci beaucoup. Pour Concarneau Communauté, Madame, vous vouliez aussi réagir pour parler de ce que vous mettez en place? Oui, simplement en 2 mots par rapport à tout ce qui a été dit. On parle beaucoup, parce que j'entends bien l'accès santé, et c'est peut-être en effet le point sur lequel on n'insiste pas suffisamment. On parle beaucoup végétalisation, on parle climat, on parle de ces grands sujets-là, artificialisation, etc., avant de parler de la santé, parce que ce sont des sujets peut-être plus globaux ou plus, je dirais plus presque, ça concerne, je veux dire, pas seulement notre territoire, mais on parle de la planète, on parle du climat, de l'environnement. Donc on agit dans les programmes immobiliers davantage sur l'imperméabilisation des sols, sur la récupération de l'eau, etc. On parlait des places de parking qui fâchent les commerçants quand on en supprime, parce qu'on en a supprimé quelques-unes, souvent pour mettre des arceaux à vélo d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on a des levées de boucliers au niveau des commerçants dès qu'on touche à ces sujets, ce qu'on peut comprendre, hein, parce que chacun défend aussi son activité. On parlait d'antagonisme, c'est complètement ça. Mais c'est vrai qu'on met en avant la végétalisation, l'artificialisation, le climat, l'environnement, peut-être avant de mettre la santé dans la boucle. Et vraiment, tous les échanges qu'on a là me font réaliser que peut-être c'est un des éléments clés qu'on devrait davantage mettre en avant dans nos discours ou dans nos réflexions, tout simplement, au même titre que l'artificialisation ou la végétalisation. Mais c'est un axe certainement sur lequel il faut s'appuyer et sur lequel il faut communiquer dans nos projets aussi. Agir pour préserver l'environnement, c'est d'abord préserver l'espèce humaine, c'est ça. C'est les messages importants passés à la population. C'est vrai que tout à l'heure, Anne-Roé Le Gall a démarré en parlant de l'évaluation environnementale, qui est aussi parfois vue comme une contrainte, parce que voilà, c'est déposer des dossiers livrés complexes. Mais si cette évaluation environnementale est importante, c'est d'abord aussi parce que c'est un sujet de santé humaine, effectivement. Voilà. Mais on ne le dit pas assez. Voilà, c'est un sujet aussi de je trouve que ça a été quand même très oublié. Nous, on est très, très en retard et on a un travail énorme à faire. Hein, là, merci de nous éclairer parce que tout est à faire. Après, je suis contente parce qu'on parle de santé globale. Je pense aussi que dans l'éducation, en fait, parce qu'effectivement, on travaille aussi pour les futures générations, en fait, hein, et donc les futures générations, quand on voit ce qu'on leur propose comme environnement, effectivement, ça fait peur. Donc ça, c'est toutes ces initiatives, je trouve ça formidable. Nous, on est très en retard dans notre département, enfin dans notre commune, en tout cas. On ne va pas généraliser, je ne sais pas. Mais ceci dit, moi, je trouve que l'éducation aussi, commencer à l'école, à préserver l'environnement, à dire les enjeux, etc. Donc, la santé globale et l'éducation, c'est prioritaire, en fait. Donc, voilà. Oui. Exactement, donc la santé vraiment remise au centre du débat, et c'est une question de santé, c'est également une question d'économie et d'attractivité des territoires, hein, qu'il ne faut pas du tout oublier. On va clore ce sujet des outils, mais on ne peut pas clore, oui, sauf si quelqu'un va ajouter quelque chose. Est-ce que juste... Peut-être juste en un mot, parce qu'on a parlé voilà, environnement, santé, peut-être c'est le moment juste de placer le concept une seule santé, parce que vous l'entendrez aussi, alors peut-être que c'était prévu plus tard, mais il est de plus en plus présent en vogue quelque part. C'est un concept qui vise vraiment à dire qu'il faut travailler en intersectorialité, parce que santé humaine, santé des animaux, santé des plantes et santé, entre guillemets, des écosystèmes sont interreliés. Agir pour l'environnement, c'est agir pour la santé humaine, vice-versa. Donc voilà, c'est un terme de plus en plus courant, et aujourd'hui, au niveau national, mais aussi international, il y a de plus en plus ces forces qui essaient de travailler sur l'intégration de ces enjeux-là. Et c'est quelque part une question aussi qui se pose pour l'urbanisme favorable à la santé et l'urbanisme favorable à toutes les santé du vivant et des écosystèmes. Oui, on en parlait souvent. Et quelque chose pour illustrer, je vais vous donner la parole, c'est peut-être la résistance antibiotique qui s'applique aux animaux, mais également aux êtres humains. Bonjour, donc je suis Zoé Héritage, je suis adjointe au maire à Montfort-sur-Meux en Ille-et-Vilaine. Et donc, juste pour dire que vraiment un grand merci comme les autres, j'ai appris plein de choses, c'est super intéressant. Et là, je vais parler vraiment en tant qu'élu de terrain, super pratique.
on est très fiers de toutes les actions qu'on a pu faire. On a des nouveaux élus depuis 6 ans et vraiment un ceinture verte qui fait le tour de 10 km pour favoriser les déplacements autres que la voiture entre les quartiers, 13 zones de fauchage tardif, ou au contraire de ça qu'on a pensé. Je pense qu'il y a tellement de graminées dans l'air que d'ajouter des zones de fauchage tardif, en tout cas pour nous, n'a pas posé problème. Vraiment, ils sont très bien acceptés. Un seul était enlevé, et ça c'est vraiment le discours classique, c'est pas si propre vers chez nous, donc on est enlevé sur 1 sur les 13, donc c'est pas bien grave. Par contre, je voulais faire une demande pour un outil qui pour moi manque. Nous, on a expérimenté pendant 3 mois des mobilités autrement en centre-ville. On a un centre-ville qui nous permet de mettre un sens unique sur un triangle de à peu près même pas la moitié d'un kilomètre. Donc vraiment, c'était tout petit. On avait un levier de bouclier, on n'a jamais vu autant. On avait 400 personnes dans une commune de 8000 personnes qui sont venues à la mairie. C'était un peu, je crois, le ras-bol de la fin de la Covid et plein d'autres choses en plus. Mais en fait, après les 3 mois de l'expérimentation de ces mobilités qui étaient de mettre les voitures en sens unique en gardant tous les places de parking parce que les commerçants avaient bien demandé ça. Donc, on a gardé tous les places de parking, mettre les voitures en sens unique pour avoir une grande voie pour les vélos pour faire le même sens unique. Après 3 mois, je comprends entièrement, il était décidé de l'enlever parce que les commerçants avaient fait une telle campagne contre. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, les Montfortais, les gens de le centre-ville, étaient majoritairement pour. Surtout quand on avait expliqué, on a doublé le nombre de vélos parce qu'on avait compté en juin et en septembre. Donc, on a fait tous comme il faut. On a montré qu'on a doublé le nombre de vélos. Mais malgré ça, les commerçants avaient des inquiétudes pour les gens qui venaient des villages autour de Montfort qui n'ont pas cette habitude de marcher un tout petit peu entre le parking et les commerces. Et là, on ne les demandait même pas, parce que les places de parking, n'oublie pas, étaient tous là. Mais même de faire un sorte de demi-kilomètre de plus pour faire le tour était trop. Donc, c'était juste pour dire, l'outil qui nous a manqué, c'est plusieurs commerçants ont pu nous montrer que le chiffre d'affaires a baissé pendant les 3 mois. Et nous, on n'avait pas vraiment les données d'ailleurs venant de les relativement petites villes, 8000 habitants, qui montraient que les commerces gardaient le pouvoir, les mêmes pouvoirs après ce type d'expérimentation. Donc si vous pouvez les publier, ça va aider d'autres villes un peu comme le nôtre qui a une volonté politique mais qui trouve cette frein auprès des commerçants. Une demande de données probantes, donc. Ça existe, hein. Il y a eu des études de menées qui montrent l'impact de la piétonisation sur le chiffre d'affaires des commerces. Ça existe. Alors, c'est vrai que le sujet peut être différent aussi selon la taille de la ville, hein. Mais il y a eu des études qui montraient l'impact de la piétonisation. En général, on voit bien que quand même en un mot, ce que les habitants apprécient dans les centres-villes et pourquoi les centres-villes sont plébiscités par les Français, c'est parce que ce sont des endroits où on peut trouver des lieux de convivialité, des lieux de rencontre, des lieux où on peut échanger, aller prendre un café, acheter son journal et bénéficier d'un cadre aussi patrimonial agréable. C'est pas la présence de la voiture en centre-ville qui fait que les Français apprécient le centre-ville. Donc souvent, dans les projets où on a vu des centres-villes apaisés, ça a permis au contraire de revitaliser le commerce parce que le cadre de vie, on a plus envie d'aller flâner dans des centres-villes agréables, apaisés, que dans des centres-villes qui sont envahis par les voitures. Mais c'est un sujet qui est compliqué parce que la première réaction à tout changement, c'est l'opposition. C'est assez humain. Et je pense qu'on pourra effectivement relayer les études qui existent. Je vois que Théo Pine, le CEREMA, en a fait. Oui. Et alors, juste... Bien sûr, bien sûr. Donc, moi, je suis adjointe à la commune d'Allonne, dans le Maine-et-Loire, à côté de Saumur. Et on a fait exactement la même démarche que vous, puisqu'on avait une départementale qui traversait notre village. Et du coup, on a eu une déviation. Donc, on a voulu se réapproprier le centre-bourg. Alors, c'est pas sur 1 kilomètre, c'est sur une distance beaucoup plus courte. Mais je me posais la question, comment vous avez amené les choses dans votre commune? Parce que nous, on a fait tout un travail en amont
avec la population, avec les commerçants, etc. Et ça s'est plutôt bien passé puisque ça fait 1 an qu'on est en expérimentation. On va commencer les travaux en fin d'année et ça s'est plutôt bien passé. Après, on est une commune de 3000 habitants, pas du tout la même proportion que vous et peut-être que vous aviez plus de commerçants. Voilà, c'était juste pour vous donner mon avis. Et je pense qu'il y a des expérimentations qui ont été faites, notamment dans les expé Urba Santé de l'ADEME, où il y a une commune, une petite ville de demain, qui a voulu se réapproprier la place, notamment, en supprimant des stationnements. Et donc, ils ont été accompagnés par un expert en communication pour voilà, travailler un petit peu, amener ce projet. Avant peut-être de clore cette partie sur les outils, je me dis qu'on pourrait peut-être parler d'Isadora rapidement. À travers Isadora. Donc, le guide national Isadora, donc c'est une production d'un travail de recherche action qui a été mené pendant plus de 3 ans en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Environnement, l'ADEME, plus tout un collectif de praticiens de terrain issus de tous les territoires. Ça, c'est important de le rappeler puisque ce ne sont pas des productions de recherche hors sol. Donc ça, c'est important. Et dedans, en fait, c'est un guide d'accompagnement à l'intégration de la santé dans les politiques d'aménagement et d'urbanisme et qui se base aussi sur la mise à disposition d'un certain nombre d'états des connaissances de données probantes. Donc, vous y trouvez en fait un certain nombre d'éléments pour pouvoir vous approprier les mécanismes. Donc, c'est aussi pour rebondir sur ce que disait Nina, sur la complexité. Mais la complexité ne veut pas dire pas possible, mais c'est de donner les moyens d'argumenter et de bien rentrer dans le sujet en vue d'objectiver les choix qui seront faits au regard des impacts sur l'environnement, la santé et le climat. Et peut-être, donc c'est un outil qui est structuré, on parle de clés, et donc on a des clés de conception, donc on agit vraiment sur le terrain, mais on a aussi mis en place des clés de processus qui sont plus liées à la façon dont on va travailler, et d'expliquer comment aussi l'importance de la participation citoyenne compte. C'est une clé spécifique, une clé sur l'accès aux données, donc c'est vraiment une clé portrait de santé-environnement, finalement la principale clé que je dirais, ça s'appelle la clé gouvernance. Et là, pour le coup, c'est inciter à réfléchir aux modalités de gouvernance des projets qu'on porte. Et je rebondis sur ce que vous disiez, madame. Là, il est absolument important à minima d'avoir au moins un binôme ou un trinôme d'aménageurs, de santé publique, de santé professionnelle, de façon à ce que chacun puisse aussi faire monter les éléments dont il parle, puisque j'insiste bien, effectivement, la santé, alors quand vous dites santé, je dirais plutôt l'accès, le soin en fait, le soin, donc la santé c'est nous tous, le soin, l'accès aux soins, les professionnels de santé ont un rôle majeur à jouer dans les gouvernances des projets d'aménagement et d'urbanisme. Et ça se joue sur les questions de pilotage. Et on sait bien que les projets urbains, ça peut durer très longtemps. Donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à garder cette gouvernance santé tout au long du projet pour pouvoir mener ça. Et votre exemple était particulièrement intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a eu un portage à un moment donné, un objet autour de prendre soin. Et du coup, ça a guidé. On a eu cette stratégie et cette gouvernance santé, finalement, implicitement, elle existe, mais du coup, je ne connais pas après comment elle a été portée, est-ce que les professionnels de santé y étaient, comment elle a été menée autour de la collectivité, mais ça a été l'objet d'interdisciplinarité autour de la santé. Donc Isadora, c'est un outil, pas clé en main, mais qui est assez intéressant et qui est décliné après au regard des différentes collectivités à travers plein d'outils, parce que les outils, effectivement, il y en a plein, qui existent, mais qui doivent être designés au regard de à qui ils s'adressent, parce que chaque acteur a un rôle à jouer. Oui, vous pouvez garder le micro, mais justement par cette gouvernance, on voit qu'elle n'est pas la même dans une grosse métropole, et donc on va passer justement à cette troisième partie. On a aujourd'hui dans les petites villes de demain des possibilités qui sont sur ce terrain, une proximité des acteurs qui pourrait peut-être faciliter l'émergence de certains projets. Nina Lemaire, il me semble que vous devez après nous quitter, donc je vais peut-être vous donner la parole. Quels sont les projets qu'on peut voir émerger dans une petite ville de demain qui sont propices à l'émergence de ces projets? Alors, il y a par exemple, on a parlé de personnes vulnérables, on a parlé d'enfants.
dans la plupart de vos villes, vous avez des écoles, peut-être que vous avez aussi des crèches. Ça fait partie des lieux sur lesquels on peut travailler une démarche de santé. C'est-à-dire que la démarche urbanisme favorable à la santé ne s'applique pas qu'à un grand projet, etc. Et ça peut être très intéressant de commencer aussi par des projets plus petits. Une aire de jeu, par exemple, c'est l'occasion de questionner beaucoup de sujets et de santé et d'environnement qui vont l'activité physique, la créativité, le lien parent-enfant, comment est-ce qu'on se promène dans la ville, quels matériaux, etc., etc. Est-ce que ça pollue ou pas, etc. Donc vraiment, moi je trouve que ce sujet aire de jeu et école, ça peut vraiment être des points de départ très intéressants. Et notamment pour faire le lien entre les politiques qui relèvent stricto sensus de l'aménagement du bâti, du dur, et les politiques qui vont relever de l'action sociale, du soft. Comme on l'a vu ce matin, finalement, on a vraiment eu des exemples d'actions qui agissent et sur les milieux de vie, le cadre de vie, et sur l'environnement social. Et donc c'est vraiment cet aspect-là qui est très intéressant et où si on arrive à articuler ces deux aspects, on est vraiment dans une démarche de promotion de la santé, d'action sur le cadre de vie, mais aussi sur les capacités des personnes à agir, en les rendant aussi actrices de leur propre choix. Et quelques exemples sur les écoles. Par exemple, on est dans le processus de généralisation des espaces sans tabac. C'était jusqu'ici une démarche volontaire et ça devient obligatoire. Il sera interdit de fumer sur le parvis de l'école. Très clairement, c'est pas 100 mètres autour de l'école. Ça va être une démarche pour chaque collectivité de définir le périmètre, de prendre un arrêté municipal, de travailler pour ça avec l'équipe de l'école, le périscolaire et le scolaire, les parents d'élèves, de travailler avec le service voirie parce qu'il y aura une signalétique à apposer, etc. Et donc ça peut être par exemple l'occasion de travailler plus généralement sur qu'est-ce que c'est qu'un parvis d'école. Est-ce qu'on fait le lien avec une rue scolaire? On a vu un exemple ici d'une rue où il y avait une barrière le matin, le soir à la sortie d'école pour empêcher les voitures d'aller au plus près et on fait les derniers mètres à pied ou à vélo ou en trottinette. Ça peut être l'occasion de revégétaliser le devant d'école, ça peut être l'occasion aussi de faire le lien avec donc, des politiques d'aller vers en santé. Si on fait l'espace sans tabac, il ne suffit pas juste de mettre le panneau interdit de fumer et puis ça s'arrête là. C'est aussi comment est-ce que peut-être je fais intervenir le comité départemental de la Ligue contre le cancer pour expliquer la raison d'être de cet espace sans tabac. Ce n'est pas juste une punition, expliquer voilà, pourquoi on fait ça. Ça peut être aussi un moment où on vient connecter avec les parents d'élèves et on vient prendre le pouls de la population sur plein d'autres sujets. Donc voilà, comment est-ce qu'à partir finalement d'un plus petit projet, ça reste des projets complexes, mais comment est-ce qu'on vient finalement regarder, tisser plein de liens sur la santé, que ce soit sur vraiment le cadre de vie, mais aussi les capacités des personnes à faire leur propre choix. Un autre sujet sur les écoles qui est très intéressant, c'est la qualité de l'air intérieur. On a une réglementation qui est obligatoire, qui est très complexe, que la plupart des collectivités ne sont pas en capacité de mettre en œuvre complètement, donc il ne faut pas non plus prendre trop peur et faire plutôt ce qu'on peut. Donc, la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans notamment les crèches, les écoles, les centres de loisirs. Ça, c'est vraiment... Un petit peu de bon sens aussi, rappeler qu'il faut aérer régulièrement, notamment à cause du radon, mais pas que. Et donc là, vraiment, on tire le fil et sur des questions bâtimentaires, si on est dans la construction, la rénovation, quid de débit de ventilation, est-ce qu'on va au-delà du réglementaire, parce que le réglementaire ne sont pas suffisant. Si on n'a pas de VMC, comment on ouvre, et donc comment est-ce qu'on accompagne aussi les usagers à ouvrir les fenêtres. Mais c'est aussi les choix de revêtement, de peinture. Ça va aussi jusqu'au choix des feutres pour écrire sur le tableau, les feutres Velleda. Ça va aussi jusqu'au choix des fournitures scolaires que la ville peut parfois prend en charge elle-même. Et puis on peut tirer le fil jusqu'à la cantine scolaire, la question de l'alimentation, des contenants alimentaires, et donc tirer vraiment ces fils entre ce qui relève des problématiques bâtimentaires, de la question de la maintenance du bâtiment, donc qui concerne un peu plus vos corps de métier, mais aussi faire le lien avec les collègues des achats, du nettoyage, et aussi les collègues de la promotion de la santé. Merci beaucoup. Mais justement, Théo, vous voulez intervenir? Non, juste pour compléter, parce que c'est vrai quand on lit la question, c'est quels sont les atouts spécifiques pour les PVD. Moi je trouve ce qui est intéressant, c'est la taille de la ville, où parfois quand on essaie de faire de l'urbanisme favorable à la santé dans les grandes métropoles, etc., ou à une échelle beaucoup plus grande, il y a tellement de services, tellement d'élus qui sont en jeu qu'on se retrouve avec une cartographie des acteurs qui est immense. Et pour les PVD, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve toujours avec un nombre d'acteurs qui est extrêmement intéressant et on va avoir un impact qui est quasiment direct sur le territoire. On va être extrêmement opérationnel.
Et c'est vrai que tout à l'heure, je n'ai pas précisé, par exemple, dans tous nos outils, etc., nous, on a vraiment travaillé avec l'ODEV, donc qui est une PVD, pour justement faire ce premier pas en urbanisme favorable à la santé. Et en fait, ça a été extrêmement intéressant parce que du coup, on a réussi à créer du réseau entre le service des déchets, avec la police, avec les services de santé, avec aussi les services du bâtiment, etc., de la ville. Et très vite, en fait, ils ont réussi finalement à se parler, à faire ce premier pas. Et maintenant, on sait que quand on retourne sur le territoire, où on voit ce qui se passe, maintenant, systématiquement, ils ont tendance à avoir travaillé ensemble en réseau sur ces projets. Et c'est ça qui est une des forces pour moi des PVD. Rappeler également que dans la précédente saison thématique, nous avons travaillé sur la concertation, la participation citoyenne, et on a vu combien le sujet il était important, parce que ce sujet de l'urbanisme et de la santé, de tout ce qui, des déterminants de santé, il n'est pas encore complètement approprié par l'ensemble de la population. Donc réussir à mener des démarches de concertation, de participation citoyenne pour expliquer en quoi les projets sont importants pour préserver la santé. On peut le faire aussi grâce à cette démarche de concertation, de participation citoyenne. Et l'ANCT apporte un soutien aux communes qui le souhaitent, notamment un appui en ingénierie pour aider à mettre en place ces démarches. C'est aussi important, si on veut être efficace, qu'on arrive à obtenir l'adhésion de la population. Et encore aujourd'hui, on voit bien que la première chose que les gens viennent demander au maire, c'est d'avoir davantage de médecins. Et on pense, ils ne viennent pas demander d'améliorer la qualité de l'air dans l'école. Voilà. Donc c'est aussi un sujet de démocratique de diffuser ces messages auprès de la population. Pour rebondir sur ce que vous dites, c'est vrai que la question de l'évaluation, elle est vraiment importante, donc de gouvernance, c'est-à-dire comment on fait des bilans régulièrement. Donc ça prend beaucoup de temps, donc les élus sont très sollicités. C'est vrai qu'en fin de mandat, là, il y a une perte d'énergie. Hein. Des fois, les commissions sont un peu restreintes. Mais la gouvernance, elle est vraiment essentielle. Et je dois dire que, vous connaissez ça, hein, et on a besoin de faire des bilans réguliers et sur des thématiques. Et dans les entreprises ou dans l'enseignement supérieur d'où je viens, on appelait ça les démarches qualité. Mais c'est quelque chose qui doit vraiment se mettre en place dans les communes aussi, cette démarche qualité sur ces questions santé, mais sur plein d'autres thématiques. Et voilà, je voulais ajouter ça. Et PVD, en quelque sorte, c'est vrai que c'est une bonne échelle pour faire ces bilans régulièrement dans des réunions d'adjoints, etc. Enfin voilà, je voulais le dire. Pareil. Non, je trouve que c'est un axe décisionnel assez important. C'est un axe de communication aussi important. Enfin, vous, madame, qui avez eu des problèmes avec vos commerçants, je trouve que quand on aborde les problématiques urbaines, santé globale, qui sont quand même d'une complexité sans nom, quand on les colle en plus avec des protections environnementales, on a juste envie de partir et de fuir, on va dire de toute façon on fait rien. En fait, on peut faire plein de choses, mais c'est aussi une façon de présenter les choix, les projets, qui est quand même assez universel. Voilà. Qu'on soit de n'importe quel bord, je veux dire politique, la santé touche tous les êtres humains. Quand on commence à parler de la santé du vivant, globalement, les gens quand même écoutent, parce qu'on est quand même tous en train de se rendre compte qu'il y a un truc qui est en train de se casser la gueule et qu'il va falloir agir. Et je trouve que c'est aussi une grille qui vous permet de faire moi toujours, qui me permet de faire des choix dans le projet et d'éclairer les choix, en étant toujours une forme de grille d'analyse, en disant voilà, est-ce que ça c'était vraiment le bon choix, est-ce que ça c'était vraiment ce qu'il fallait faire, est-ce qu'il ne fallait pas peut-être dessiner différemment le collège pour pouvoir mieux ouvrir les fenêtres et peut-être un peu se passer de gaines et de tuyaux et puis revenir à des choses un peu simples. Je vous jure que quand on fait un siège social et qu'on dit qu'il va falloir ouvrir la fenêtre, les gens nous regardent avec des yeux exactement comme ça. Ça va pas ou quoi? Ah oui, parce que maintenant on a passé combien d'années de notre vie dans des lieux climatisés, avec la bagnole régulièrement, avec en chemisette été et hiver tout le temps. Moi j'ai grandi là-dedans, hein, donc je pense qu'il y a beaucoup, moi une partie ici, on grandit dans un monde comme ça où on chauffait ou on climatisait tout le temps, on n'ayant pas grand-chose à penser des consommations parce que ça coûtait pas cher, la bagnole ça coûtait pas cher, l'essence ça coûtait pas cher, et puis voilà, on y allait quoi. Donc il y a un changement de paradigme, et quand on éclaire les choix, moi
Moi, j'ai la chance, je ne suis pas politique. Je pense qu'avec mon métier, je ne le serai jamais, donc très bien. Mais moi, je vous tire mon chapeau parce que je vois toujours la galère de la vie tous les jours que ça doit être. Mais j'en vois aussi l'enjeu quand même assez stratégique, surtout pour la dimension des territoires sur lesquels vous êtes. C'est des territoires souvent que vous connaissez parfaitement. Hein. Et je vous rejoins parce que quand nous on bosse sur des grosses agglomérations, le temps d'étude sur un énorme quartier et la connaissance, ça manque un petit peu de temps. Alors que là, on peut avoir accès à des connaissances fines des espaces, des usages des espaces, et donc avoir un dialogue riche et avoir des axes de levier qui sont pas forcément hyper compliqués. Et présenter ça sous le prisme de la santé, en fait, je pense que c'est aussi une façon de prendre la bonne décision. Et en tant que décideur, c'est aussi asseoir sa décision. Je suis assez convaincu que c'est ça ce qu'il faut faire. Parce que, évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a jamais de bon choix. Hein. Enfin, si en fait on avait la carte parfaite pour pouvoir résoudre tous les problèmes du monde, alors, je ne sais pas si on l'aurait fait, mais au moins on saurait que faire. Et en fait, il y a toujours des choix qui sont bien pour une partie de la population, qui vont être un peu moins bien pour d'autres. Et des lieux qui vont être plus favorables que d'autres, mais à un moment donné, bah oui, mais j'ai pas le territoire. Moi, je veux bien aller mettre une maison de retraite parce que ça va être des gens vulnérables à l'abri de tout, mais sauf que moi, j'ai pas le terrain, donc il va bien falloir que je fasse aussi avec. Donc, il y a plein d'enjeux qui sont assez complexes, et cette grille de lecture, je trouve qu'elle permet toujours d'asseoir les décisions et du coup les transmettre plus facilement à des gens pour qui la santé, ça touche quand même un petit peu tout le monde. Enfin, j'ai un peu l'impression que dire devant une assemblée, non, moi la santé, je m'en fous, celle des uns et des autres, c'est quand même pas un discours hyper tenable quand même. Ça fait des ordres. C'est la préoccupation numéro 1 des Français. C'est la préoccupation numéro 1 des Français, mais c'est souvent pris sous l'angle de la présence médicale. Voilà. Et même dans les nouvelles mesures qui sont suite au comité interministériel aux ruralités qui s'est tenu il n'y a pas très longtemps. Hein. On parle des médicobus, on parle d'augmenter le nombre de permanences obligatoires pour les médecins qui sont dans des zones détendues, qui vont devoir faire des permanences dans les zones tendues. On parle des années de stage pour les étudiants. Il reste des sujets qui sont pourtant aussi essentiels. Sont pas abordés. Donc c'est des hôpitaux de proximité qui, en fait, par exemple, nous, notre hôpital est en mauvaise situation. Parce qu'en fait, les soins purs et durs, en fait, l'hôpital, on est quand même dépendant de notre hôpital le plus proche. Nous, c'est l'hôpital de Lannion qui est en posture presque de cessation de paiement. Nos urgences sont régulées en permanence. Il y avait 11 urgentistes, il y en a 2 ou 3 maintenant. Ils ont fermé le service de gastro. On se demande quelle est la politique de l'ARS concernant ça, parce que rien n'est clair. Et en fait, du coup, ça n'incite pas non plus alors, les médecins et les internes à venir, mais c'est la question de l'hôpital aussi. En fait, moi, je me dis, ce que vous dites, je trouve ça génial, parce qu'en fait, ça commence, c'est global, la santé. Mais quand on est malade, c'est normal qu'on soit angoissé, qu'on n'ait pas les médecins à aller voir, etc. Et la santé mentale, alors ça c'est un gros problème, notamment chez les jeunes. Alors effectivement, on fait des formateurs en santé mentale. Je ne sais pas ce que ça donne qu'est-ce que ça donne sur le terrain, puisque toi tu as été formé par l'hôpital de Bégard, notre hôpital psychiatrique, là, des sauveteurs en santé mentale. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, ils forment la population, les élus. Je ne sais pas ce que tu en as retenu de ça, en fait, si ça t'a aidé à sauver des gens. Bon, bref. Et vous voyez, il y a des choses comme ça. Enfin, il y a une contradiction entre ce que fait l'État, ce qu'on nous demande de faire dans les territoires. C'est très ambivalent tout ça, quoi. On nous dit oui, la santé, ok, mais après on démolit en fait des choses qui marchaient très bien, quoi. Voilà, c'est ça. Oui. On avait un hôpital il y a 10 ans, il marchait très bien. Et si on voit même de façon plus globale, prendre soin de nos soignants,
Je prends l'exemple de l'hôpital de Montélimar, qui aujourd'hui nous dit nos soignants ne viennent pas sur le territoire parce qu'ils sont débordés, ils n'ont pas le temps de faire du sport, etc. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas venir à l'hôpital en vélo parce qu'il n'y a pas de piste cyclable, parce que l'environnement n'est pas favorable à leur propre santé. Donc aujourd'hui, ces personnes-là, on ne prend pas soin de ceux qui prennent soin de nous. Donc l'attractivité d'un territoire, la santé sur un territoire, ça passe aussi par ces questions-là. Oui, j'en suis consciente puisque j'ai donné à Brigitte en fait une enquête des étudiants en médecine qui ont fait une enquête vraiment fiable sur leur état de santé mentale justement. Il y a énormément de suicides chez les étudiants en médecine, etc., etc. Moi, je me dis que en fait, il ne faut pas séparer non plus le soin pur et dur, comme on dit, mais de la globalité de la société. En fait, tout se tient en fait. Oui. Et suite à cette table ronde et à tout ce qu'on a dit depuis ce matin, on comprend bien le sujet de l'hôpital qui est aussi fondamental. Mais est-ce que vous pensez, quand vous rentrerez dans les Côtes d'Armor, que c'est un sujet qui peut être évoqué avec le reste de l'équipe municipale pour travailler sur des pistes de travail, comment on arrive à aider la population à mieux prendre soin aussi d'elle-même. Il y a tous les investissements de la collectivité qui sont favorables à la santé quand ils sont menés avec cette priorité. Mais il y a aussi comment on arrive à emmener la population. J'avoue que moi, ça reste un sujet important de penser à la concertation démocratique, l'adhésion de la population pour que chacun aussi soit aidé à prendre en compte ce sujet des déterminants de la santé. On va repartir gonfler à bloc, Brigitte. Il n'y a pas de souci. On va leur faire un retour. Vous permettez une petite anecdote juste pour détendre l'atmosphère par rapport à la réflexion de notre architecte Daya. En 1906, il y a une mécène qui décide de construire un refuge pour les sans-abri à Paris et confie le chantier à Le Corbusier. 1909 exactement. Jean-Louis Cohen a écrit un très joli petit livre là-dessus. Et donc, Le Corbusier dit lui, que ce soit pour les sans-abri ou pour autre chose, ce n'était pas son problème. Je vais faire un bâtiment extraordinaire. Et il invente le premier bâtiment climatisé. Alors, la climatisation à l'époque, c'était tout un système de flux. Bon, il invente, c'est peut-être pas en soi très compliqué, mais il y avait une contrainte par rapport à la discussion. Il fallait clore, il n'y avait pas une seule fenêtre qui s'ouvrait. C'est-à-dire que c'était le système de redistribution de l'air absolument parfait. Les sans-abri arrivent le premier jour, révoltent, eux qui avaient l'habitude du grand air sous les ponts de Paris, débarquent à la cité refuge en disant qu'est-ce que c'est que ce truc, et donc il y a une mutinerie les premiers jours des sans-abri, en disant on ne peut plus respirer, enfin, c'est affreux, et comme quoi l'architecture, alors c'était pourtant un bâtiment manifeste, le premier bâtiment climatisé, et puis la guerre tombe. Alors, quelques années, il y a des révoltes sans arrêt, c'est très mal à gérer. Et régulièrement, il casse les vitres qui sont remplacées parce qu'il tenait à son bâtiment. La guerre arrive, donc ils ne peuvent pas faire les travaux. Ça tombe en désuétude parce que la mécène entre-temps. Et donc, il a fallu attendre après la guerre pour reprendre et vraiment... Mais il était meurtri, il fallait ouvrir les fenêtres. Et donc, il décide après d'ouvrir les fenêtres. Et ce bâtiment, il est visitable aujourd'hui. Il est dans le 13e arrondissement, la cité refuge de Le Corbusier. Allez voir, parce que c'est assez extraordinaire. Comme quoi, les gens les plus ordinaires, et c'est quand même une belle métaphore, je trouve, une belle parabole de la société. Les gens les plus ordinaires, habitués au grand air. Évidemment que quand on pense aux vivants, c'est insupportable, ces bâtiments climatisés. Effectivement, il faut pouvoir, pour l'air, simplement ouvrir une fenêtre, quoi. Petite anecdote. Et ça recoupe exactement ce qu'on disait, c'est-à-dire que partir du terrain, c'est absolument indispensable, partir des besoins, c'est absolument indispensable pour avoir une démarche vraiment constructive. Je voudrais poser une question, parce qu'on parle de problématiques de santé, mais chaque territoire a ses propres problèmes, ses propres problématiques. Comment fait-on un diagnostic de la santé des habitants du territoire ? Du coup,
coup, alors merci pour la question, puisqu'effectivement, c'est tout l'enjeu, en fait, en tout cas de là où je parle sur une approche, du coup, on regarde ça au niveau national, et vous avez raison, et en plus, les dynamiques, même du FS, sont extrêmement différentes d'un territoire à l'autre. Donc, en fait, il y a une démarche qui est déclinable et des outils qu'on peut mobiliser, mais effectivement, chaque territoire doit, en fait, porter sa propre démarche. Et du coup, il existe vous êtes, alors je ne sais pas de quelle structure vous êtes, la commune de Sker. Du coup, ne serait-ce que quand on met en place un contrat local de santé, une des étapes au départ, c'est de faire un diagnostic. Quand on fait un PCAET, enfin tous les instruments politiques, à un moment donné de politique publique à mettre en place, la première étape, c'est de faire un diagnostic. Et il existe aujourd'hui des outils et des accompagnements, notamment par les observatoires régionaux de santé, qui offrent la possibilité de pouvoir mettre en place des diagnostics locaux, santé, environnement. Et donc, du coup, ils sont là pour vous aider. Il y a de l'expertise et un travail. Alors, l'accessibilité à la donnée reste toujours un challenge, mais en tout cas, vous avez des acteurs qui peuvent vous aider. Donc, peut-être se retourner vers l'ARS ou vers votre contrat local de santé ou vos experts de santé qui vont pouvoir vous accompagner à mettre en place un diagnostic local, santé, environnement à l'échelle de votre ville. Sachant toujours que la donnée à une échelle très fine est toujours beaucoup plus difficile à obtenir, mais il existe énormément d'accès aux données un peu dispersées, mais vous pouvez vous faire accompagner là-dessus. Et c'est en général la première étape d'une démarche d'urbanisme favorable à la santé, c'est de faire l'état des lieux, des enjeux, de façon après à bien identifier où on va aller creuser pour trouver notre point d'entrée et après réouvrir sur les autres déterminants de la santé. Donc c'est vraiment la première étape, de savoir d'où on parle, d'où l'importance du diagnostic. Et pour ceux qui l'ont réalisé, est-ce qu'on peut réaliser ce diagnostic santé-environnement au niveau d'une commune petite ville de demain, notamment en s'appuyant sur le chef de projet, en réunissant peut-être les acteurs du contrat local de santé, sans forcément passer par une prestation externalisée On ne peut pas non plus, puisque c'est à une échelle intercommunale, se préciser vraiment que sur une seule commune, on fait quelque chose de global, en accord aussi avec les élus présents au contrat local de santé ou avec les commissions qui s'y attachent pour voir dans quel domaine on va se diriger, mais on ne peut pas faire spécifiquement commune par commune. Après, vous pouvez quand même solliciter les experts pour pouvoir aussi mettre en place des démarches expérimentales et de voir aussi comment vous pouvez t'accompagner. Il y a des initiatives, parce qu'il y a une conscience de la difficulté de l'accès à la donnée qui reste un enjeu majeur. Il y a des initiatives nationales du type GD4H, alors je ne développe même pas l'acronyme, qui est vraiment en lien avec les documents cadres de type PNSE, qui ont bien conscience de ça. Et donc, on continue, en tout cas, par ces initiatives, à faciliter l'accès à la donnée, notamment pour les collectivités. Donc, c'est aussi un travail en cours. Mais je vous invite vraiment à vous rapprocher aussi des experts de votre territoire, d'échanger avec d'autres communes. Mais oui, on peut très bien, en tout cas, réfléchir à un diagnostic, déjà de faire l'état des connaissances de ce qui est disponible versus ce qui n'est pas disponible. Et pour se référer aussi peut-être à une des clés Isadora, qui est justement le portrait de santé-environnement, vous aurez un certain nombre d'acteurs sur lesquels vous pourrez, en tout cas, solliciter. Je ne dis pas que c'est simple, mais en tout cas, c'est une première étape. Et oui, on peut déjà, quand même, il y a énormément d'outils qui vont vous permettre de le faire. Isadora, tout ce que je suis en train de vous dire là, on a un site web où tout est accès en libre service, tout est gratuit et il y a même des petits cours en ligne si on a un peu de temps, entre guillemets, à passer et qu'on est intéressé. Et après, il y a plein d'experts sur les territoires qui peuvent vous aider à vous les approprier. Mais comme je dis, ce n'est pas un outil clé en main, mais on a essayé de le présenter par clé. Et là, si vous tapez clé, territoire, portrait de territoire, santé, environnement, vous allez y arriver. Sinon, vous nous demandez, on vous donnera le lien. Après, sinon, au niveau de la méthodologie, pour justement faire cette enquête, c'est le travail qu'on a fait à l'ODEV. On a essayé d'expérimenter, essayer de voir comment facilement on peut, en termes d'outils, mettre en place cette démarche. Et en fait, il va y avoir plusieurs niveaux. La première, ça va être de faire une entrée par les déterminants de santé. Donc souvent, les données, on les a déjà en interne. Par exemple, les données mobilité active, on va voir les données de la commune, etc., en termes de personnes qui se déplacent à pied ou à vélo. Après, on va venir enrichir ça avec les entretiens. Vraiment, les entretiens, c'est des mines d'or. Et d'ailleurs, les entretiens permettent aussi de croiser le regard et de faire du contact entre les différents services. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On oublie parfois de se parler et chaque service a des quantités énormes de données. Et derrière nous, quand on fait les enquêtes, souvent, on essaye
moi, je me souviens, on s'est peut-être baissé dans les données data, observatoires, etc., qu'il y a sur les grands sites. Mais au final, là où j'apprenais le plus sur les territoires, c'est vraiment par les entretiens. Et après, ça va dépendre des régions. Il y a ce troisième niveau de données qui est intéressant, c'est tout ce qui est observatoire de données. Et donc là, on va voir, par exemple, je sais qu'il y a un observatoire santé-environnement en Bretagne qui existe. Nous, en Occitanie, il est en train d'être développé. Voilà, c'est un peu ce qui est difficile en termes de lecture pour les territoires, parce que chaque région, département va avoir un peu son propre site, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et après, pour citer les experts Urba Santé, il y a la ville de Paris qui a développé toute une méthodologie à destination des territoires pour pouvoir faire des études d'impact santé. Donc là, c'est un peu, on va dire, pour faire un diagnostic, mais un peu plus cadré sur le territoire. Et vraiment, c'est une valise à outils, un peu comme nous on a fait, mais vraiment à destination des territoires pour qu'ils puissent par eux-mêmes mettre en place ce type de démarche. Oui, c'est une boîte à outils en 2 mots qui sera accessible pour l'ensemble des collectivités pour internaliser finalement la démarche, pour permettre à tous les territoires d'être autonomes sur ces démarches de diagnostic, d'évaluation d'impact sur la santé. Et pour dire 2 mots sur le Green Data for Health, donc GD4H, en fait, on a énormément d'informations, de data, mais on n'est absolument pas tous, loin de là, des spécialistes de la donnée. Moi, personnellement, ça m'angoisse. Donc, comment on fait pour mobiliser cette donnée? On sait qu'elle est là, on sait qu'on peut avoir des informations à une échelle très intéressante sur nos territoires. Et donc, le GD4H, qui est un service du ministère, il me semble, va former des bouquets de données, c'est-à-dire que, par exemple, la ville de Lyon a fait des calques de plantabilité. Donc, on croise des informations. Où est-ce qu'on a des espaces verts? Où est-ce qu'on a des îlots de chaleur urbains? Et ça nous permet de cibler des endroits à végétaliser en priorité, par exemple. Où est-ce qu'on a des populations vulnérables, voilà. Donc on va croiser ces données, ce qui va nous permettre de cibler des endroits pour agir en priorité. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces bouquets de données sont remobilisables. C'est-à-dire que vous voulez faire la même démarche que la ville de Lyon, c'est-à-dire où est-ce qu'il faut végétaliser en priorité, vous pouvez en gros appliquer tous ces calques, appliquer ce bouquet de données à votre commune. Et ça va être très très intéressant parce que voilà, c'est un travail qui est un petit peu difficile à démarrer, mais une fois qu'on peut s'approprier le travail des autres communes, c'est quand même bien plus pratique. Je voulais revenir en une seconde sur une possibilité qui est offerte par les petites villes de demain, par cette proximité. On parlait tout à l'heure de proximité humaine, facilité à travailler avec des services, peut-être parce qu'on a moins de personnes, moins de services, et ça c'est une grande force. Pareil sur cette question de la santé sociale, finalement, d'aller connaître les gens qui sont autour de nous, de pouvoir passer rapidement, de pouvoir avoir une santé sociale. Est-ce qu'il y a une façon de construire, Nicolas, est-ce qu'il y a une façon de préserver, de favoriser cette santé sociale dans les petites villes de demain? Question vachement dure. La santé sociale, et j'ai envie de vous dire, parce que le design d'espace de socialisation, voilà, c'est un sujet extrêmement complexe, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de données réelles, donc c'est assez compliqué. Donc nous, notre métier, c'est de dessiner des espaces favorables à la socialisation. Voilà. Et toujours, notre façon d'imaginer les choses, nous en tant que concepteurs chez AIA, c'est on essaye un peu de regarder ce qu'on appelle nous un design inclusif, mais c'est un mot un peu vague, mais on regarde ça sur le prisme en fait des personnes vulnérables et comment on arrive à les faire aller à des lieux, parce que c'est quand même un gros enjeu pour aujourd'hui, mais c'est sûrement l'enjeu de demain, parce que je suis assez convaincu que les vulnérabilités, c'est un mot que j'ai en plus beaucoup de mal à dire, vont s'accroître avec le dérèglement climatique. Donc on va avoir plus de gens qui vont avoir des problématiques. Donc il y a où on met le lieu, mais comment on y va, comment on traite tout ce qui est trottoir ou autre chose. C'est vraiment des choses bêtes, hein, mais faites l'expérience de porter un regard sur nos trottoirs en France avec tous les trucs bateaux, essayez de le faire en fauteuil, c'est une catastrophe. Voilà, un passage piéton tels qu'ils sont faits aujourd'hui avec le bateau à plat, qui favorise quand même la voiture. Hein. On sera peut-être un monde dans 20 ans où ce sera des passages voitures et pas des passages piétons. Mais quand vous avez un handicap, c'est impossible. Donc je me mets dans le cas...
Hein, pour enfants, ça marche aussi très bien. Mais donc, il faut quand même se dire, le cas, c'est comment j'arrive à faire, à rendre ça marchable, accessible, pour que le lieu il soit aussi sociable. Il faut quand même de l'activité. C'est-à-dire qu'un lieu, pour qu'il marche et pour que les gens y aillent, il faut qu'il se passe des choses. Voilà. Et donc, moi, architecte, c'est pas moi qui ouvre la cafette, c'est pas moi qui ouvre le théâtre. Donc, il faut aussi qu'il y ait des choses à vivre. Il ne faut pas forcément penser l'espace comme un espèce de chose monobloc, c'est-à-dire la belle place carrée magnifique qui va bien, mais il faut aussi penser à ce que je disais tout à l'heure, toutes ces personnes qui n'ont pas forcément envie ou besoin d'être dans des grands espaces. Donc je pense que avoir aussi plusieurs typologies pour pouvoir répondre à différentes personnes, à tous, on ne peut pas se mettre à la place de tout le monde, quoi. Il n'y a pas quelque chose d'universel. Mais au moins de se dire qu'on a fait attention à avoir peut-être la grande place collective et puis la zone un peu plus au calme sur un autre endroit et de évidemment trouver un parcours correct pour pouvoir liaisonner ces deux espaces, bah, ça commence toujours à ouvrir des portes et à ouvrir des clés et permettre de quoi. Voilà. Et donc cette socialisation, elle est sûre, elle est assez complexe. Le rapport au végétal est quand même toujours important. Hein. On était des êtres liés à la nature, et des cueilleurs et des chasseurs avant d'être des urbains en bagnole. Et on a ça en nous quand même, quoi. Donc tout ce qui peut être aussi attrait à la nature, pousse, aide et tout, quoi. Il y a la question du design sensoriel, c'est-à-dire il y a effectivement la nature et tout ça, c'est beau, mais il faut aussi penser à comment on traite en air ces espaces-là, parce qu'on a des polluants, on a aussi des questions de chaleur, et c'est pas toujours la bonne solution. Enfin, le vert partout n'est pas toujours la bonne solution, parce qu'il faut pouvoir permettre de créer des courants d'air dans les villes. Créer des courants d'air, c'est-à-dire qu'il y a des points chauds et des points froids. Les villes africaines sont assez fortes pour ça, c'est-à-dire qu'elles ont des grands espaces hyper minéraux qui permettent de faire des points chauds et donc qui attirent des courants d'air sur tout le reste des ruelles. Et on a aussi parfois des vraies études de cas d'effets de vent, alors qui sont un peu complexes à modéliser, mais qui sont super importants parce qu'on peut faire par contre des contre-performances. Voilà, par exemple, vous faites un îlot de logement à côté d'une voie un peu passante. Le premier réflexe, ça va être de le fermer sur la face des voitures et faire un U puis ouvrir sur un parc. Et en fait, selon le type de vent, vous allez peut-être avoir tous les polluants qui vont en fait rester dans la cour intérieure où vous avez mis le parc pour enfants et tout ce que vous avez voulu bien faire. Et en fait, c'est là où les gens mangent le plus de polluants et qu'il faut peut-être ouvrir pour avoir un courant d'air et ventilé. Donc il y a plein de choses comme ça qu'il faut quand même simuler. Alors c'est vrai qu'on a aujourd'hui la chance d'avoir des outils quoi, qui sont assez dingues quand même, et qu'on arrive à faire ces cartographies et ces simulations d'air qui sont quand même demain, si on veut que les espaces qu'on crée soient agréables, si on y va et on crève de chaud ou on n'entend rien parce qu'il y a du bruit partout, on aura beau mettre une super ambiance, s'ils ne sont pas agréables, ça ne marche pas. Donc il faut bien se mettre à la place de la dimension et faire cet effort du calcul sensoriel de l'espace pour le rendre agréable et avant tout accessible dans un premier temps. Il y avait un concept d'une chercheuse du CEREMA, que vous connaissez peut-être, Marjorie Musi, qui a inventé le concept de microclimatologie urbaine. C'est-à-dire comment recréer des... Et d'ailleurs, nous, on a réutilisé ce concept, je m'excuserai auprès d'elle si je la vois un jour, mais dans notre friche de la Belle Angèle, où on a gardé des structures industrielles dans lesquelles on veut recréer une microclimatologie. Alors effectivement, c'est les courants d'air, c'est des trucs, c'est machin. Et je crois que cette notion-là de microclimatologie, elle est vraiment importante. C'est-à-dire comment recréer des climax dans nos villes, par quartier, entre les quartiers. Donc il faut repenser la ville d'une manière beaucoup plus organique que celle qu'on a construite pendant un siècle, qui est une ville essentiellement fonctionnelle, etc. Donc, mais ça c'est des modèles qui s'adaptent aux villes. Par contre, dans le cadre de PVD, dans nos communes rurales, etc., le vrai sujet, moi je trouve qu'aujourd'hui, sur la question de la santé publique, c'est le lien entre les villes, les bourgs et les campagnes, à cause de l'activité tout simplement agricole, hein, encore une fois, que je respecte, et il ne s'agit pas, mais ils sont dans un tel
comment dire, héritage historique, que la vraie question de la santé, c'est celle-là, quoi. C'est-à-dire, il faut recréer, il faut quasiment que les bourgs aujourd'hui, les petites villes, aillent en protection, créer une sorte de ceinture de protection par rapport aux activités agricoles qui, elles, sont... Encore une fois, vous avez vu le dernier rapport sur les algues vertes, c'est une catastrophe, quoi. On le sait, on le connaît. Alors maintenant, on va peut-être reconnaître la responsabilité de l'État sur la personne qui est décédée. Hein, c'est le procès actuel. Mais c'est un procès symboliquement important parce que tout d'un coup, on découvre qu'à cause de ces grandes politiques de l'État, parce que ce n'est pas les agriculteurs qui sont responsables, ils sont au bout d'une chaîne, etc. Oui, mais bon, ici, là, dans ce lieu, je ne me permettrai pas de... Bon, voilà. Mais parce qu'on est responsable, nous élus, aussi de cette activité et on est à côté des agriculteurs. Mais il faut une prise de conscience, quoi. Enfin, cet héritage, il est terrifiant. Et nous, aujourd'hui, on est là. Je vous parlais tout à l'heure de ce petit parc urbain, mais c'est presque une protection. On recrée du vert dans du vert, quoi, des zones de protection. Alors, à la LPO, ben, c'est bien, puisque c'est un bon support pour dire qu'on va faire une zone où on va observer la biodiversité, la reproduction des espèces, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie réflexion. Encore une fois, il ne faut pas en faire un objet politique contre l'écologie, puis ce qui ne serait pas écologique. Ce n'est pas du tout ça le débat. C'est d'un point de vue beaucoup plus structurel des politiques d'État, comment on réconcilie vivre dans un territoire qui est l'articulation entre des zones agricoles et puis des zones de vécu, entre des forêts, des zones cultivées, entre des rivières et puis l'océan, le trait de côte. Pour moi, c'est vraiment ça la question de la santé publique aujourd'hui. Et il faut que les politiques d'État, grâce à des procès comme celui qui est un procès symbolique, qui ait une reconnaissance des responsabilités et qu'on puisse avancer sur ces sujets. Nous, on est soumis. Enfin, je veux dire... et encore une fois, on est à côté des agriculteurs parce que c'est les premiers à appliquer des méthodes qui sont celles... Avec aussi une pression économique qui est celle du productivisme. Madame, vous vouliez... Juste un compliment pour dire que nous, on voit ça sur nos territoires et heureusement, l'OMS a bien observé ça. C'est le concept que Nina a parlé, One Health, une seule santé. Donc, c'est cette interaction entre la santé de l'environnement, la terre de ces fameux agriculteurs, les animaux et nous. Donc, c'est vrai, c'est vraiment un écosystème. On doit besoin de penser à la santé de tous. Oui, alors sur l'agriculture et les algues vertes, les pesticides, etc., je voudrais quand même dire qu'on hérite d'une situation des années 80 à 2000 où tout a été basé sur le chimique. Il y a eu beaucoup d'excès dans ces périodes-là. Les communes aussi ont fait pas mal d'excès dans ces périodes-là. Il ne faut pas oublier que les désherbants ont été très, très, très fortement utilisés dans les communes, y compris dans les ruisseaux, sur les fossés, etc. Donc, bon, il ne faut pas oublier ça quand même. C'était une époque. C'était moderne, c'était nickel propre. Il faut voir le quartier de la Défense qui a été fait à Paris, comme il était minéral, etc. Et c'était la mode de l'époque. Bon, donc on est revenu de ça. On a fait beaucoup d'améliorations. Dans l'agriculture, il y a quand même énormément d'améliorations. On hérite d'une situation où il y a des nitrates dans les eaux souterraines qui continuent d'alimenter en nitrates donc les eaux superficielles de maintenant et donc qui continuent de produire des algues vertes. Il y a eu aussi beaucoup de phosphore qui est arrivé à la mer. Comment est-ce qu'il est arrivé à la mer? En partie par les agriculteurs, certes, qui ont mis du phosphore sur leur terre, mais le phosphore qui est sur leur terre, il est resté essentiellement dans leur terre. Et il y a eu beaucoup de ravinement, par contre, dans les fossés, justement parce qu'on utilisait des désherbants qui enlevaient toutes les végétations dans les fossés et qui emmenaient beaucoup de phosphore vers la mer. Et donc, il y avait aussi toutes les eaux urbaines qui, à l'époque, n'étaient pas traitées contre les phosphates. Il y avait plein de lessives dans les phosphates. Et la moitié du phosphore qui se retrouve aujourd'hui dans les baies algues vertes vient des zones urbaines. Bon, donc il y a une responsabilité qu'il faut quand même reconnaître qu'elle est partagée. Aujourd'hui, l'agriculture s'est quand même pas mal améliorée dans ses pratiques, et notamment par rapport aussi aux pesticides. On critique peut-être les pesticides qu'il y a en Bretagne. Bon, là où il y en a le plus, c'est comme sur les vignes. Ensuite, c'est l'arboriculture, et ensuite, c'est sur les légumes. Donc, si on fait la cascade, là où il y en a le moins, c'est sur l'herbe. Il y a très peu, il y a
un désherbant éventuellement sur l'herbe, sur les prairies, à la mise en place. Non mais voilà, enfin, donc je voudrais juste que, voilà, il faut pas avoir peur des agriculteurs qui sont autour. Non. Bon, excusez-moi, j'ai mal compris alors le propos. Il y a un lien qui est évident, peut-être pour clore ce sujet-là. L'exemple d'une commune dans le Languedoc qui a mécaniquement moins d'eau, moins d'apport en eau, et des traitements phyto qui restent les mêmes, donc mécaniquement forcément des concentrations en polluants qui augmentent, une eau qui n'est pas consommable environ 30 jours par an. Il me semble que c'est en janvier 2026 que l'ARS doit lancer des nouvelles mesures, des nouvelles campagnes de mesures pour l'eau. Si on cherche de nouveaux entrants, on va probablement les trouver. Donc aujourd'hui, c'est une question aussi économique pour les communes et les territoires, avec 3 choix. Le premier, casser le thermomètre et faire en sorte qu'on revienne en arrière sur ces nouvelles mesures de polluants. La deuxième, qui est de construire une nouvelle station de pompage avec des filtres nouvelle génération, dernière génération. Et puis une troisième solution qui serait la solution que favorise finalement la ville de Paris, et Evian et d'autres groupes, de passer les champs de captage en agriculture biologique, parce qu'en fait derrière il y a un intérêt économique très fort, alors qui est lié à notre santé, mais qui est lié à ces évolutions climatiques du territoire, où finalement l'intérêt économique d'hier n'est pas le même que l'intérêt économique de demain. Donc voilà, on a un petit peu ces impasses où finalement on veut parler santé et puis on aboutit à parler économie du territoire. Dans les petites communes, qui est bien cette frange en fait intermédiaire, qui est souvent pas très claire, la limite en fait entre on va dire le bourg et puis et comme vous dites la campagne un peu simplement, et on voit bien ce sont des lieux où il y a des friches, ce sont des lieux où il manque un peu de densité. C'est des lieux qui peuvent être aussi des couronnements, qui peuvent être des parcours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la place, on va dire, du centre-ville qu'il faut peut-être aménager, repenser, X choses. Mais il y a bien tout un couronnement et un réseau de potentiel, en fait, quoi. Il y a des beaux potentiels à mettre en place et qui pourraient résoudre, en fait, ce que vous dites, c'est que j'entends bien le lien entre les deux, mais aussi la protection un peu, et pas faire des parcours de santé pour pouvoir courir en bouffant plein de polluants tout le temps, et qui serait en fait une contre-mesure, on va dire, quoi. Enfin, je pense qu'il y a des très beaux enjeux de programmation, des très beaux enjeux de restructuration de friches, de reprise, de logement, d'activité, et qui peuvent en fait, je sais pas, enfin, je trouve qu'on n'a pas encore trouvé la bonne poésie, parce que je trouve qu'on est un peu toujours dans le dur et on rêve pas beaucoup, mais il faut qu'on trouve aussi un peu de rêve là-dedans, et comment les territoires de demain peuvent être des lieux sensibles, agréables, sociaux, dans lesquels on y vivrait mieux. Je pense qu'on y aspire tous, et c'est pas que de la contrainte, quoi. Voilà. Alors, nous arrivons malheureusement au terme de cette table ronde que moi j'ai trouvé vraiment passionnante. J'espère que vous avez appris. En tout cas, on était ravis d'essayer d'approfondir ce sujet complexe avec vous de l'urbanisme favorable à la santé. On a redit ce matin combien toutes les actions qui peuvent être menées en matière de prévention pour améliorer l'environnement, c'est fondamental pour participer à la bonne santé des Français. La santé, c'est la préoccupation numéro 1 des habitants, on le sait, sujet majeur, ça sera aussi un sujet pour les prochaines municipales. Nous vieillissons et on vit plus âgés en bonne santé dans notre pays. C'est aussi une bonne nouvelle, le recul de l'espérance de vie en bonne santé, c'est une réalité. Ça veut dire qu'on est toujours vivant. Et donc, c'est important de prendre en compte ce sujet de la santé en l'intégrant de manière globale dans l'ensemble des projets portés par les petites villes de demain. Et nous avons de très nombreux exemples qui sont présentés, notamment dans la Projetothèque du programme Petites Villes de demain, sur le site de l'ANCT. On a de nombreux témoignages de maires. Merci beaucoup pour les élus qui ont expliqué ce qu'ils faisaient, parce que c'est toujours riche d'enseignements de voir comment ce sujet de la santé peut être pris en compte
d'une manière globale dans les petites villes de demain. Merci beaucoup pour votre participation et nous allons essayer de faire une synthèse de tous les propos qui ont été tenus parce que nous souhaitons vraiment la diffuser largement à l'ensemble de la communauté Petites Villes de demain compte tenu de l'importance de ces enjeux. En tout cas, merci beaucoup de votre participation et rentrez bien chez vous. À très bientôt.